Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer, nous allons donc parler en fait de un peu remettre en contexte, même si l'introduction l'a permise, remettre en contexte donc tous ces enjeux de la neutralité carbone. Donc, Monsieur Sojo, pourquoi est-il important de du coup répondre à ces enjeux dans la première moitié du XXIe siècle? Merci. Alors, je vais faire une intervention assez courte, puisqu'on a 2 heures pour discuter de ces sujets. Je voulais juste dire 3 choses là-dessus. Rappeler un peu d'où vient cet objectif de neutralité, la façon dont il change la manière dont on débat des politiques publiques sur le climat, et puis cet aspect d'urgence qui a déjà été, en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites en introduction. Simplement, pour comprendre d'où vient cet objectif de neutralité, c'est utile de se ramener un peu en arrière, il y a 10 ans ou 20 ans, et la façon dont on pensait ces questions climatiques. On a identifié, bien sûr, la menace du changement climatique, et on s'est dit quel type de solution. Et il y a 20 ans, il y a 25 ans, on s'est dit, OK, il faut réduire les émissions. Puis on s'est dit, à 2050, peut-être qu'il faudrait les réduire de moitié. Puis progressivement, on a mieux compris les enjeux climatiques, on a continué à avancer, à émettre des émissions, et puis on s'est dit, peut-être qu'il faudrait les diviser par 4. D'ailleurs, la France s'était donné cet objectif du facteur 4. Et puis, aujourd'hui, on en arrive à parler de neutralité. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on a compris les enjeux climatiques depuis 30 ans, on a continué à émettre, on a émis de plus en plus, avec notamment la croissance des pays émergents. Donc les budgets carbone qui étaient disponibles, c'est-à-dire ce stock de gaz à effet de serre qu'on peut mettre dans l'atmosphère pour un certain plafond de température, on l'a grignoté, on a consommé ce budget. Et puis au fur et à mesure, et notamment encore une fois avec le rapport 1.5, on a amélioré notre connaissance scientifique des impacts. Et ce que ça a créé, c'est que cet horizon qui était un petit peu loin, il s'est rapproché. Il s'est rapproché à 2050 notamment. Et puis, on s'est dit, en fait, le budget carbone, maintenant, on n'en a quasiment plus. Et donc, on s'est mis à parler de neutralité et plus uniquement de réduction de 30%, de moitié, etc. Donc ça, c'est simplement pour dire pourquoi on parle de neutralité, pourquoi il y a 5 ans, 10 ans, on ne parlait pas de neutralité. La neutralité, effectivement, ça fait référence à ce point d'équilibre, mais il faut garder en tête que c'est un point de passage. On le voit d'ailleurs sur ce slide, c'est un point de passage, mais en fait, donc là, c'est le rapport 1.5. Hop, je pense que vous m'entendez. Donc là, on voit le point de passage à 2050 qui est à peu près la neutralité. Et en fait, ensuite, on est sur des émissions négatives. En tout cas, là, c'est pour gaz CO2. Simplement, juste pour dire que, en fait, si on veut stabiliser à un moment donné à un certain niveau de température, il ne suffit pas de simplement être dans l'équilibre. Pour conserver un certain budget carbone, il faut parfois aussi des émissions négatives. Ça, c'était mon premier point. Donc, je vais garder celui-là. Le deuxième point, c'est la reconfiguration des débats. Vous le savez, il y a des négociations internationales sur le climat depuis à peu près 30 ans. Et donc, les pays doivent se mettre d'accord sur comment agir face au changement climatique. On était dans une logique de réduction. Et donc, on disait, qui doit réduire ? Moi, je réduis de 50%, toi, tu dois réduire de 30%, t'es moins responsable, c'est plus dur, etc. Et là, on change complètement de logique, d'une logique de réduction qui est qui réduit de combien, quel secteur réduit pas, etc. On en arrive à cet objectif de neutralité, ce qui rend d'ailleurs l'accord de Paris universel. Tous les pays, tous les secteurs doivent tendre vers la neutralité. Alors, il y a des pays comme la France qui se sont donné cet objectif à 2050, d'autres qui le viseront un peu plus tard. C'est important et je pense qu'on y reviendra, simplement ce passage de « je dois réduire de combien et est-ce que je le négocie, est-ce que je le compense avec d'autres secteurs ou est-ce que je vise la neutralité ?» Et simplement sur la question de l'urgence, tu as rappelé tout à l'heure les enjeux, on va dire, climatiques, qui montrent que 1.5, c'est des impacts quand même significativement inférieurs à 2 degrés. Donc ça montre l'urgence d'avoir cette courbe extrêmement décroissante rapidement. C'est ça à quoi ressemble l'urgence. Tu le disais à la fin de ton introduction, oui, mais certains disent c'est pas possible. Et donc, à quoi ça sert de se donner un objectif de ce type-là ? D'une part, c'est encore possible, le 1.5 au niveau mondial, c'est extrêmement ambitieux, mais c'est toujours possible physiquement. Et d'autre part, l'enjeu d'avoir cet objectif, c'est justement d'en débattre dès maintenant, de ces grandes questions du futur, de se donner les outils de gouvernance pour les discuter. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en France, on s'est doté de nouveaux outils.
le Haut Conseil pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat, etc. Donc l'idée étant, ok, c'est un objectif extrêmement ambitieux de long terme, on ne sait pas si on va l'atteindre, mais c'est important de se le donner pour avoir des débats et se mettre en ordre de marche dès maintenant. Vous avez parlé donc de la neutralité, de cette volonté de passer de la réduction finalement à une compensation également. Et ben, Madame Gondran donc, va nous expliquer un peu finalement cette démarche ERC. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est important? Quand Lise m'a contacté pour m'inviter à cette conférence, la première réponse que je lui ai faite, c'est de lui dire que jusqu'à l'année dernière, moi, dans mon discours, c'était de dire non, la compensation, c'est pas bien, parce que le discours classique, c'est de dire si on compense, on peut s'acheter assez facilement des émissions carbone et un mode de vie assez émetteur en émissions de carbone. C'est pas grave, allez, je vais aller en vacances en Guadeloupe, mais je vais compenser, comme ça je garde ma bonne conscience. Donc en fait, la priorité, c'est pas de compenser, c'est d'abord de réduire. Donc il y a une séquence en biodiversité qui s'appelle ERC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Éviter, réduire, compenser. Donc la première approche, c'est éviter, c'est-à-dire quand on va créer un impact, on peut l'appliquer. Donc au début, ça s'appliquait à la biodiversité, mais on peut l'appliquer tout à fait aux émissions de gaz à effet de serre. La première approche, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette activité qui va générer des émissions? Si j'en ai pas besoin, j'évite. La deuxième approche, c'est réduire, c'est-à-dire que si je le fais, je vais essayer de le faire du mieux possible. Il y a une association dont vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes intéressé par les questions de climat, c'est l'association Négawatt, qui se base aussi un peu sur le même triptyque, en disant la première étape, c'est la sobriété, faire les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'a pas besoin de les faire, évitons de les faire, on gagne du temps. C'est pas plus mal. On n'a peut-être pas besoin de chauffer les bâtiments à 21. Si on les chauffe à 18, on n'est pas si mal, on se couvre un peu plus. C'est la sobriété. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a défini ce dont on avait vraiment besoin, c'est faire bien les choses. C'est l'approche d'efficacité. Donc notre bâtiment, on va essayer de bien l'isoler, d'essayer d'avoir un système de chauffage efficace, etc. Et la troisième étape pour Négawatt, c'est les énergies renouvelables qui permettent de produire de l'énergie en émettant beaucoup moins de carbone que les énergies fossiles. Et donc, voilà. Donc ces deux séquences, elles sont un peu complémentaires et elles me semblent nécessaires d'avoir en tête avant de parler de compensation. Merci beaucoup. On a parlé donc finalement de tout ce qui était isolation, de bonnes pratiques. On voit que c'est un enjeu qui est un peu politique finalement, et j'aimerais poser cette question à Monsieur Bruno Charles. Finalement, depuis combien de temps les politiques s'intéressent à ces problématiques? Depuis qu'il y a des catastrophes écologiques. C'est-à-dire que depuis que j'étais à votre place, sur les rangs de la fac, c'est-à-dire qu'on est passé, je pense, quand j'avais 20 ans, que j'étais d'ailleurs dans cette fac, des catastrophes, je dirais, locales. À l'époque, c'était les pétroliers qui s'échouaient. Il y a une très belle chanson de Serge Gainsbourg dont le contexte est toujours, il faudrait l'écouter. Ensuite, il y a eu des catastrophes, c'était déjà des catastrophes écologiques, mais c'était local, donc pour avoir une attitude de réparation. Ensuite, on est passé aux catastrophes régionales, c'est-à-dire continentales, si on veut parler plus simplement. C'est les catastrophes nucléaires, c'est 86 Tchernobyl. 86, sachant que 2 ans avant, on a quand même failli avoir la même chose à Bugey. Peu de gens le savent, mais on est passé à 2 doigts d'une catastrophe majeure type Tchernobyl à Bugey. Quand on sait qu'il y a eu 5000 avortements à Kiev après Tchernobyl, vous imaginez ce que ça aurait donné à Lyon. C'est juste pour faire peur un peu, c'est comme c'est dans l'ambiance. On est passé donc des catastrophes locales aux catastrophes régionales, continentales. Et aujourd'hui, on est monté d'un cran, le climat, on est sur un enjeu global, planétaire, une catastrophe globale. Et là encore, il faut donner. Ce qui est difficile, c'est de donner des ordres de grandeur. Parce que déjà, on est rentré dans la technique, dans les chiffres. Les chiffres, ça ne veut rien dire. On n'a pas les échelles en tête. Aujourd'hui, d'abord, pourquoi plus 2 c'est quoi plus 2 Est-ce que c'est bien en dessous de plus 2 Non. Simplement, au-dessus de plus 2, les scientifiques disent que les calculs deviennent chaotiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir si on s'arrête à 3 ou si on est à 7. Or, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Plus 5 degrés à Lyon. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, en gros, si on ne fait rien, enfin, si on réussit notre transition, nos objectifs carbone, on sera de toute façon à la fin du siècle le climat de Madrid. Le stock d'émissions de gaz à effet de serre est tel que, de toute façon, même si on réussit nos politiques, Lyon aura le climat de Madrid en 2100. Par contre, si on ne fait rien,
Ça sera en 2050 et on aura le climat d'Alger ou du sud algérien en 2100. Vous savez, au sud d'Alger, il y a une grande plage de quelques milliers de kilomètres. C'est un changement de civilisation. Plus 5 degrés à Lyon, pour le décrire, c'est pas si simple. Moins 5 degrés à Lyon, c'est ce que c'est. Moins 5 degrés, c'était l'ère glaciaire avec la mer de glace qui est à Chamonix, enfin ce qu'il en reste, qui venait jusqu'à Lyon, jusqu'à Saint-Priest. Moins 5 degrés, c'était l'ère glaciaire. Alors plus 5 degrés, et le dernier rapport du GIEC, c'est plus 8. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire, on a une ville où on est super fier de dire, ça fait 2000 ans qu'elle est occupée, que l'occupation humaine se réinvente sur le même sol, sur les mêmes... la place Satonnet, pour ceux qui la connaissent, c'est une ancienne villa romaine qui est devenue un cloître, qui est devenue une place. La rue Sergent-Blandan, c'est des espaces où ça fait 2000 ans qu'une occupation humaine, mais dans un climat constant. Et une ville, on ne la change pas en un siècle. La question, c'est est-ce que notre ville sera encore vivable à la fin du siècle? Alors moi, je serai mort, mais pas forcément vous. C'est-à-dire que nous, ou alors on sera Bouteflika, et c'est pas terrible. La question, c'est la brutalité du changement dans un temps qui est celui d'une vie humaine. Et c'est la question de la vivabilité. Aujourd'hui, c'est pareil. Moi, les 1,5 degré, j'y crois pas un instant. On est déjà à plus 1. À plus 1, vous l'avez Australie. Vous avez entendu 1 milliard d'animaux morts. 1 milliard. Je ne sais pas si on peut imaginer. Moi, j'arrive pas à imaginer l'ordre de grandeur. Quand on est au milliard, on ne peut même pas l'imaginer. Quand ce sera des humains, on verra. Parce qu'en même temps, le permafrost est en train de fondre, etc., en Sibérie. Donc, les rétroactions sont lancées, en fait. Donc, la question, c'est maintenant, c'est à quel niveau on va arrêter le réchauffement? Et quelles conditions de survie pour nous, pour vous, pour vos enfants, on va avoir dans cette ville et partout dans le monde. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis vice-président du développement durable, mon bilan carbone est assez mauvais. Mais j'ai pu rencontrer des maires du monde entier, depuis l'Amérique du Sud à la Chine, et tout le monde sait que si on ne résout pas ce problème, il n'y a pas un régime politique qui tient. Il n'y a plus de démocratie. C'est ça que ça veut dire. Donc les questions, je pense que quand j'ai commencé, je serai bientôt plus vice-président parce que les élections arrivent, je ne me représente pas, mais ça fait 12 ans que je le suis. Quand je commençais, il y avait encore des climato-sceptiques. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Simplement, la divergence, elle n'est pas, je dirais, sur le réchauffement existe-t-il ou pas. Il y en a encore des qui font semblant de croire que ce n'est pas dû à l'activité humaine, mais il y en a de moins en moins qui arrivent. À l'époque, il y avait quand même Claude Allègre et quelques-uns Courtillot qui avaient truqué ces séries statistiques. Enfin, il y a eu des tas de fumisteries. La question, c'est est-ce qu'il y a une réponse technique ou est-ce qu'il faut changer de mode de vie? La vraie question, elle est là, et elle est dans une de vos questions. Quelles sont les techniques? Non, il n'y a pas de réponse technique. On en reviendra sur la troisième partie. La question, c'est quels sont les modes de vie qu'on doit... Parce qu'il n'y a pas, en plus, il n'y a pas que le climat, il y a la biodiversité, il y a l'eau. Tous les équilibres de terrestres sont rompus. Donc, Natacha Gondran pourra nous parler de l'azote et du phosphore, mais aujourd'hui, sans phosphore, il n'y a plus d'agriculture. Il y a une érosion des terres cultivables mondiales. Donc attendez-vous à ce que demain, il y ait des gros problèmes dans certaines régions du monde. On ne sera pas les premiers touchés. Mais dans la métropole, on a à peu près 15% des gens qui disent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Si le prix des aliments double ou triple, vous allez voir les dégâts. C'est ça, la question de la crise écologique. Et la question, c'est évidemment les réponses qu'on donne. Et ces réponses-là, ce diagnostic-là, il est politique. Il commence à être partagé. À la métropole, j'en ai plus qui me disent que je raconte des conneries. Par contre, sur les choses à mettre en œuvre, là, ça diverge. La question politique, elle est là maintenant. Et pour la région, si également vous avez finalement vu une évolution sur ces dernières années, comment s'intègre un peu finalement Bonsoir à tous et à toutes déjà. En fait, je rebondis sur ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat, je pense globalement et majoritairement, il est quand même partagé. Il y a effectivement, on n'entend plus trop parler de climato-sceptiques ou alors vraiment à la marge. Donc voilà. Et puis et d'autant sur les jeunes générations, parce qu'il y a toujours quelques anciens qui sont encore au XXe siècle. Mais voilà. Après, effectivement, il y a le constat d'une part. Il y a comment dire, les solutions
et les solutions, effectivement, elles peuvent être techniques, elles sont techniques. Moi, je pense quand même que techniquement, on sait à peu près aujourd'hui tout faire. Et du coup, c'est surtout les enjeux qui restent politiques. Et effectivement, là, on peut avoir des divergences suivant, je dirais, suivant déjà enfin, nous en tant que région, on a un territoire qui est vaste, qui est assez hétérogène. On va quand même du Cantal aux Alpes avec des effets qui sont visibles par endroits. Déjà, effectivement, on parlait du permafrost, on le voit, est moins visible à d'autres, et puis avec je dirais, des habitudes, des usages qui sont un peu différents. Mais je dirais la prise de conscience, elle est globale. Après, je dirais, les réponses, elles sont diverses. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec vous. Je vous en prie. Pour finalement cette question des acteurs. Parce que la question, c'est un peu de savoir maintenant comment agir un peu tous ensemble, d'essayer d'avoir quelque chose, une action concrète finalement tous ensemble. C'est voir quelles échelles sont importantes au niveau de l'action et du coup au niveau politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une échelle qui est plus intéressante que l'autre pour agir? Donc là, la région, et nous aurons après du coup la vision de la métropole. Alors, je pense que déjà, je vais faire une réponse. Normalement, toutes les échelles sont bonnes. Après, on essaie, nous, à la région, d'œuvrer sur notre territoire. Hein. On ne veut pas être, on va dire, plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que la région a aujourd'hui quand même des compétences qui lui sont conférées, hein, que ce soit en matière de chef de file climat, air, énergie, que ce soit sur le SRADET, je pense que vous en avez entendu parler, donc sur ce fameux schéma Horizon 2030, où on a défini un bon nombre d'objectifs, que ce soit à peu près dans tous les domaines, en réduction de gaz à effet de serre, mais aussi dans le domaine de la biodiversité, de la qualité de l'air, etc. Donc, du fait de ces compétences-là, forcément, on a un rôle à jouer en tant que chef de file et on essaye de le mettre en place donc sous l'égide du vice-président et puis de l'ensemble de nos élus. Et puis, on a un rôle aussi d'accompagnement des territoires qui est important parce que, comme je disais, on a une région quand même pas très homogène. Il faut s'adapter, il faut en fait... on reste persuadé que la transition passera aussi par les territoires, quels qu'ils soient, que ce soit la plus petite communauté de communes rurales que aussi bien les grandes métropoles de notre région. Et il faut s'adapter, les accompagner en s'adaptant parce que les besoins ne sont pas les mêmes. On se rend compte que dans certains domaines, je vais citer un exemple, par exemple sur la rénovation des bâtiments, il y a des territoires, comme la métropole, qui nous ont pas attendus pour faire, et tant mieux. Et puis il y a certains territoires où c'est plus lent, où ils sont, voilà, il faut vraiment accompagner, il faut les accompagner tant au niveau de l'ingénierie à mettre en place, parce que finalement ils se servent des expériences, des bonnes expériences qui se font ailleurs, et puis aussi les accompagner financièrement sur certains investissements, etc. Donc, du fait du rôle de la région, de ses compétences et de cette vision un peu d'ensemble qu'on a de planification, que ce soit par exemple sur le plan déchets, on vient d'adopter au mois de décembre dernier notre plan déchets, de tout ce rôle-là, effectivement, la région a je pense, une importance sur la transition, mais tout comme en amont les États ou en infra nos différents territoires. Merci beaucoup. Moi, je vais dire la même chose, mais un peu différemment. Depuis 2008, j'ai fait un paquet de réunions sur le climat, des COP, et puis à côté des COP, il y a souvent des réunions des régions, des villes, des machins, etc., tous les échelons. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est qu'à chaque fois qu'un élu intervient, si c'est un député, il commence son discours, la première phrase, c'est d'expliquer pourquoi l'échelon pertinent, c'est l'État. Si c'est une région, il commence par dire pourquoi l'espace pertinent, c'est la région. Et si c'est une ville, on commence par expliquer pourquoi l'espace pertinent, c'est l'espace urbain. Donc, en vrai, on ne peut plus se permettre de contradiction entre les échelles, et Karine a raison, mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas parce que en 2008, quand on a lancé notre plan climat,
La première chose que j'ai demandé, parce qu'ils avaient voté juste dans les derniers mois du mandat précédent, les fameux objectifs, les 3 x 20, moins 20% d'émissions en 2020, mais je pense, et je suis persuadé, que personne n'avait compris ce qu'ils avaient voté. Sinon, il y a un paquet qui ne l'aurait pas fait à l'époque. Obtenir l'unanimité pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'était facile. Obtenir l'unanimité sur les mesures à mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Et la première chose que j'ai demandé, c'était de dire, concrètement, qu'est-ce que ça signifie de baisser l'émission de 20%? Et donc, on a fait un diagnostic du territoire, et là, on a pris une claque. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'en réalité, les émissions, c'était le Grand Lyon, c'était pas encore la métropole, donc maintenant il faut changer les chiffres, mais ça ne change pas trop les ordres de grandeur. Les émissions de la métropole, c'est 5% des émissions du territoire. C'est la gestion des déchets, c'est les incinérateurs, un peu les déplacements. Mais plus intéressant, les émissions qui sont impactées par les politiques publiques, c'est-à-dire l'organisation des sols par le plan local d'urbanisme, l'organisation des déplacements par le plan des déplacements urbains, etc., c'est 20% des émissions. C'est-à-dire que ce que maîtrise la puissance publique, c'est 25% des émissions, alors que la métropole a récupéré les compétences sociales du département, donc on va dire que c'est un tiers. Ça veut quand même dire que 2/3 des émissions dépendent de décisions sur lesquelles les politiques n'ont pas la prise. Et ça veut dire que c'est un changement de politique et surtout un changement de modèle politique qui est contradictoire avec le modèle politique que la France a exporté dans le monde entier depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, on a un État fort appuyé sur des corps d'ingénieurs, par exemple l'école des mines, les élus et les ingénieurs font le bonheur des gens pour eux. Mais c'est l'histoire du saint-simonisme, enfin c'est l'histoire des grandes écoles de Polytechnique. Ce modèle ne marche plus. Soit on emmène toute la société civile dans une démarche de sobriété et de transition, soit les politiques sont comme le roi du Petit Prince. Vous savez, quand le Petit Prince se balade dans les étoiles, il tombe sur un roi, il lui demande « Toi, tu fais quoi ?» Et le roi lui dit « Je demande au soleil de se lever le matin, je demande au soleil de se coucher le soir. » Et le Petit Prince dit « Et qu'est-ce qui se passe si tu demandes au soleil de se coucher le matin et de se lever le soir ?» Et le roi s'en va tristement, etc. On est sur quelque chose, un nouveau contrat politique à inventer, où il faut évidemment que les politiques prennent les bonnes décisions. Si on fait l'autoroute à 45 Lyon-Saint-Étienne, si on fait le contournement, le périphérique, si on augmente la voirie automobile, on ne parle plus de transition. Donc bien évidemment, il faut qu'il y ait un débat politique et qui se traduit par des projets qui sont portés par des candidats aux élections, et ces projets, ils ne sont pas identiques au niveau du climat. Mais ça ne suffit pas. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes, vous, capable d'accepter comme changement dans les modes de vie par rapport à ce que toutes les générations, tout ce qu'on fait aujourd'hui jusqu'à présent. Et comment on fait en sorte que ces changements ne soient pas synonymes de vivre moins bien. D'accord ? Donc tous les échelons sont importants, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est la capacité à inventer des modes de vie beaucoup plus sobres, et je rejoins Natacha, et puis je suis membre de l'association Négawatt, donc c'est pas étonnant. La question des modes de vie sobres, elle est déterminante. La question des besoins, c'est-à-dire que non pas jouer sur la manière... Je vous prends un exemple simple, parce qu'en fait, ça vous paraît déjà mettre la barrière haut, mais tout est possible. Sur les déplacements automobiles dans la métropole, 60% des déplacements automobiles dans la métropole, et c'est valable dans toutes les villes européennes, on est dans le même ordre de grandeur, 2/3 des déplacements automobiles font moins de 3 km. Est-ce que pour moins de 3 km, vous avez besoin fatalement de prendre une voiture en ville? Et est-ce que c'est vivre moins bien que de les faire à pied, en vélo, en bus, etc. Est-ce que c'est vivre moins bien de vivre dans un appartement isolé? Un appartement aujourd'hui moyen dans la métropole, c'est 250 kWh par mètre carré et par an de besoin de chauffage. Alors de grandeur, ça ne vous dit rien, mais une rénovation qu'on appelle BBC, c'est 80 kWh. Donc on divise par 3. Et ça, c'est la moyenne, mais comme on commence maintenant par les plus pourris, enfin on essaye, on divise par 4, par 5, par 6 les consommations énergétiques. Est-ce qu'on vit moins bien dans un appartement bien isolé? Je ne crois pas. Donc toute la question fondamentale, mais qui est posée depuis le début, des penseurs écologistes comme Gors, comme Illich, etc., c'est réfléchir non pas sur la manière dont on répond aux besoins, mais sur quoi on a vraiment besoin pour vivre. Est-ce qu'on a besoin de changer tous les 2 ans de téléphone? Entre autres. La réflexion sur les besoins,
elle est déterminante. Et la question, et c'est à nous maintenant, à cette génération, de dire comment on fait pour inventer des modes de vie urbains qui soient sobres et surtout transposables partout. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les négociations internationales, quand on discute avec les Chinois, et quand les Chinois disent « vous êtes gentils », parce qu'effectivement, nous, en valeur absolue, on est les plus gros émetteurs, mais si on divise par habitant, on est en dessous de vous. Et vous êtes responsable depuis 2 siècles de tout le stock de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Alors pourquoi vous nous empêchez, nous, de nous développer, alors qu'on a des tas de gens à sortir de la pauvreté, alors que vous, ça fait 2 siècles et que vous avez un niveau de vie supérieur. Donc notre capacité à nous d'inventer ici et maintenant des modes de vie sobres et avec une très forte descente énergétique et descente des matières composées est déterminante sur la capacité à inventer un développement durable au niveau mondial. Bon, question simple, réponse longue, mais j'arrête là parce que sinon... Merci beaucoup. Mais nous allons continuer finalement sur cette question du citoyen. Le citoyen serait-il finalement l'échelle déterminante de l'action ? Alors effectivement, il y a un acteur nouveau, alors il n'aurait pas dû être nouveau, mais qui s'invite de plus en plus à la table des discussions sur le climat, c'est le citoyen. Alors je vais rebondir tout de suite à ce qu'a dit Bruno Charles. Pourquoi on a besoin d'une discussion citoyenne ? Pourquoi est-ce qu'une discussion entre experts, entre politiques ne suffirait pas ? Finalement, on a des solutions techniques, etc. Finalement, c'est aussi un impact de la neutralité, c'est-à-dire que quand on va vers des objectifs qui sont aussi radicaux, aussi profonds, qui ont une telle ampleur, en fait, et c'est ce que disait Bruno Charles, on va vers une modification de notre vie en société, et donc il faudrait changer les modes de vie ou des pratiques de consommation, et ça, forcément, on ne peut pas le décider comme ça, il faut le mettre en discussion avec les citoyens, il y a des arbitrages politiques qui sont à faire. On ne peut pas le faire trancher par les politiques ou par les experts de leur côté. Alors, je vais juste dire 2 mots de ce qui se passe en France en ce moment autour de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, cette assemblée de 150 citoyens qui a été rassemblée à partir d'octobre pour 6 week-ends avec une lettre de mission en disant vous devez réfléchir à la manière dont la France peut réduire ses émissions à horizon 2030. Nous, on trouve que cette initiative, elle est très intéressante parce que justement, elle permet de replacer à un niveau des questions qu'on n'arrivait pas à trancher. Et on le voit le résultat, on n'arrive pas à trancher ces questions, la France n'avance pas par rapport à ses objectifs, les budgets carbone qu'elle se donne chaque année ont tendance à être dépassés. Donc on voit que malgré l'expertise, malgré les progrès techniques, les progrès des acteurs locaux, il y a quand même des grandes questions. Où est-ce qu'on met nos billes sur la mobilité ? Comment on fait en sorte de réellement rénover à grande échelle des logements en France ? Comment on transforme notre système alimentaire et notre système agricole ? Il y en a plein d'autres, mais simplement, derrière ces grandes questions, il y a des questions pour les experts, mais il y a aussi des questions pour les citoyens, parce que c'est des visions de à quoi ressemblera la France à 2050, à quoi ressembleront nos villes également. Donc on se rend bien compte qu'en ayant ces objectifs plus radicaux, en ayant la nécessité d'agir vite aussi à court terme, si on n'est pas capable de le faire en embarquant le plus de citoyens possible, on n'y arrive pas. L'exemple de la taxe carbone est quand même une bonne illustration d'une réflexion plutôt experte, disons technocratique, je ne le dis pas de manière péjorative, mais qui va se faire dans un contexte où elle n'est pas comprise, elle n'est pas considérée comme juste, et donc elle est forcément rendue inacceptable. Et d'une certaine manière, on peut le voir positivement, cette crise des gilets jaunes et de la taxe carbone en France, parce que ça a amené tout le monde à y réfléchir, ça a amené à la Convention citoyenne, et donc on peut espérer que avec ces ingrédients-là, on soit plus capable de se mettre en ordre de marche de manière plus acceptable pour tous. Merci beaucoup. Maintenant, finalement, comme vous l'avez dit, c'est un peu avec la crise des Gilets jaunes et le problème de la taxe carbone, cette question du point de vue de l'expert, où l'expert doit-il se trouver finalement dans ce débat qui semble tout de même très politique finalement ? Alors, je ne vais peut-être pas dire où il doit se trouver, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je peux dire que jusqu'avant 2009, les experts, enfin les scientifiques qui travaillaient sur les questions de climat, ils étaient souvent assez frileux pour s'engager. On ne les entendait pas trop sur les questions climatiques. Jean Jouzel, c'est très récemment qu'on l'entend vraiment alerter le politique et les citoyens aussi.
les scientifiques. Jusqu'avant 2009, ils étaient assez frileux pour être trop catastrophistes et s'engager sur les dimensions politiques. Depuis 2009, on a pu constater des articles signés dans des revues vraiment de renom telles que Science ou Nature, qui étaient signés par plusieurs dizaines de scientifiques, dans la mouvance par exemple du Stockholm Resilience Institute, qui alertait l'humanité sur la nécessité que l'humanité respecte ce qu'ils appellent les limites planétaires. En définissant des thèmes, donc il y a le climat, mais pas que, il y a aussi la biodiversité, il y a aussi les cycles de l'azote et du phosphore dont Bruno a parlé rapidement, la question de l'utilisation des sols, l'ozone stratosphérique, etc. Ils définissent comme ça 9 thèmes. Et on voit de plus en plus apparaître dans la littérature scientifique, ce qui est hyper anxiogène en fait quand on est un scientifique et qu'on est chargé de faire pour le Grand Lion la revue de littérature de ces articles-là, parce qu'on voit des articles très fréquemment. Là récemment, il y a un article dans Biosciences qui est paru, il était publié par 1500 scientifiques, 1500 scientifiques, voire 15 000. 15 000, ouais, c'est ça, par 15 000 scientifiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rédigé des articles scientifiques, mais déjà arriver à se mettre d'accord à 3, c'est pas évident. Arriver à se mettre d'accord à 15 000 sur un texte, c'est un enjeu quand même qui est très important. Donc le GIEC le fait de façon un peu institutionnelle et formelle, mais on voit aussi apparaître des articles qui vont encore plus loin que les alertes du GIEC, qui sont déjà assez stressantes, mais qui sont des documents consensuels, relus, votés par tous, etc. Donc quand on regarde la littérature scientifique, c'est assez inquiétant. Et du coup, ça m'amène à interagir avec mes collègues de table ronde sur le début, parce que ça interpelle les politiques sur 2 aspects, sur la nécessité de réduire nos émissions, mais aussi sur la nécessité de s'adapter. Et là, ça fait aussi le lien sur comment est-ce qu'on comment en tant que citoyen on peut intervenir dans les choix qui vont être faits par nos politiques. Typiquement, je glissais à l'oreille de Mathieu, la région, une des mesures d'adaptation qui a été prise, c'est, si je ne me trompe pas, d'investir dans des canons à neige, d'aider la station de ski à investir dans des canons à neige. Certes, pour promouvoir, pour pérenniser l'activité économique importante des stations, mais voilà, est-ce que c'est la vraie solution qui est souhaitée par les citoyens, etc., et qui est au courant de ce genre d'investissement? Et du coup, ça pose vraiment, je pense, la place de comment le citoyen peut s'exprimer par rapport à des choix qui sont super importants. Je voulais juste ajouter un tout petit mot, parce que la question que tu posais, c'est quel est le rôle de l'expert? Et juste simplement pour faire écho à... C'est une anecdote aussi, mais par rapport à la Convention citoyenne, nous, on était positifs vis-à-vis de cette initiative. Mais il y a des experts, que ce soit des ONG, d'agences publiques, ça, qui nous disent « mais ça ne sert à rien ce truc, les solutions, on les a déjà. Quoi. Nous, experts, on a déjà des solutions, et malheureusement, les politiques ne nous écoutent pas et on ne va pas assez vite. » Ce qui n'est pas complètement faux. Mais néanmoins, ça montre que, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision, parce que ça voudrait dire que l'expert est capable de trancher des questions qui sont de l'ordre du projet social, du pacte social, qui sont d'un ordre politique. Ça ne veut pas dire que l'expert ne sert à rien et que finalement ça va être un dialogue entre le citoyen et le politique, parce que le citoyen, il ne peut pas arriver du jour au lendemain et apprendre 30 ans de controverses sur les systèmes agricoles, par exemple, et dire qu'elle est la même chose. Donc il faut trouver cet équilibre entre des experts qui soient capables d'aller devant les citoyens en disant voilà jusqu'où nous on est allé, voilà les grandes questions, voilà les faits, et voilà les questions qui restent à trancher, potentiellement par vous. Merci. Alors, je me permets de reprendre la parole en ce qui concerne notamment la région et puis le rôle plus vaste de l'élu, effectivement, du politique. On est tous d'accord, comme je disais, devant le constat et puis devant le besoin d'expertise, des solutions qui a amené. Après, le politique a un rôle on va dire, d'assemblier ou de modérateur. On sait très bien que nous tous, et là je mets tout le monde dans le même panier, on va dire, on est parfois de schizophrènes. Hein, faut être quand même un peu réaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, on est d'accord sur le constat, on peut être d'accord sur les solutions.
Après, au quotidien, enfin, moi je le vois dans mon quotidien, je peux vous dire que dès qu'il y a un projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit, que ce soit de l'éolien, de la méthanisation, même du bois énergie ou même du solaire, vous avez des opposants. C'est de toute façon, je dirais, c'est le lot quotidien. Je parle des énergies renouvelables, mais je peux parler de la gestion des déchets, de la valorisation des déchets, etc. Donc, de toute façon, pour mettre tout le monde d'accord, et même ceux qui sont le plus engagés, ils vont toujours trouver une idée pour pas que ça se fasse là ou comme ci ou dans... Voilà. Donc, le rôle du politique, effectivement, il est d'essayer de trouver un juste équilibre entre effectivement ce qu'il faudrait dans l'idéal mettre en place et puis la triste réalité de la vie des territoires avec des objectifs qui sont aussi parfois contradictoires. On parle par exemple, on parlait de la gestion de l'eau, alors quid par exemple du développement de l'hydroélectricité? Est-ce que c'est réellement un bon choix? Est-ce que ça impacte pas d'autres domaines de la ressource en eau? Enfin voilà, donc effectivement le politique il a toujours cet équilibre. Alors pour les canons à neige, effectivement c'est pas forcément le meilleur exemple, mais d'adaptation. Mais heureusement qu'on ne fait pas que ça d'ailleurs à la région, parce que le plan montagne, on essaie de diversifier effectivement les activités avec, on le sait, la rareté de la neige, et puis un besoin qui aujourd'hui est plus le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein. On sait bien que même les partisans de la montagne ne skient plus forcément, donc d'où l'intérêt de diversifier les activités. Mais c'est un exemple comme tant d'autres. C'est vrai que dans l'agriculture, là où je rejoins aussi, c'est quand même difficile du jour au lendemain de dire vous avez fait ça pendant 40, 50 ans, bah, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Et puis du jour au lendemain, bah non, il faut... Alors, on essaye petit à petit, mais avec voilà, la réalité, on va dire, des personnes, simplement. Quand on dit il ne faut plus urbaniser n'importe comment, enfin nous, dans le cadre du SRADET, on a mis comme objectif de densifier encore plus les villes, les centres, pour éviter l'étalement urbain qui est juste enfin, complètement inepte par rapport à... Voilà. Mais après, vous avez aussi des personnes qui disent attendez, vous êtes gentil, vous avez bénéficié il y a 20 ou 30 ans de maisons résidentielles, etc. Et à nous, vous nous demandez en fait de nous loger dans les appartements denses. Oui, c'est pas complètement faux non plus. Donc voilà, c'est vraiment toujours cet équilibre et avec les différents enjeux que sont la société et qu'on a tous au fond de nous. Donc c'est là le rôle du politique. Je vais commencer par donner un petit coup de griffe aux experts. D'abord, je me souviens quand même qu'en 1992, au sommet de Rio, qui a posé la définition de développement durable, c'est rapport Brundtland en 87, traduit en France en 89, quand les écolos, moi j'étais tout jeune, j'avais déjà été candidat écolo, j'étais encore à la fac, il y a quand même 400 prix Nobel qui ont signé un appel qui s'appelait l'appel de Heidelberg à l'époque, qui dénonçait les thèses irrationnelles des écologistes. 400 prix Nobel, ça nous a bien fracassé dans l'opinion à l'époque. Donc les experts, ils ne sont pas toujours dans le sens qu'on voudrait. Les experts, ils ont aussi une idéologie qui les porte. Alors attention aussi, et d'autant plus ce qui s'est passé depuis. Pourquoi, depuis qu'on a posé la définition de développement durable, rien ne s'est passé ou alors ça s'est aggravé? Et ça, Natacha pourrait le raconter mieux que moi, et puis avec Aurélien Bouteau, avec qui ils ont commis un bouquin sur l'empreinte écologique. Pourquoi on a inventé la définition de développement durable? À l'époque, dans la commission Brundtland, il y avait deux parties. Il y avait une quarantaine de personnes. Vous savez, les Nations Unies, quand il y a un problème, ils créent une commission. Ouais, mais bon, les gens ont bossé plutôt sérieusement à l'intérieur. Il y avait une quarantaine de personnes, dont une majorité de gens du Sud. Donc les thèses sur lesquelles le développement durable est néocolonialiste, vous ferez de fumer, mais bon. Il y avait deux parties. Il y a des gens qui disaient « Nous n'avons qu'un seul capital naturel et nous voulons le transmettre en bon état à nos enfants ». Et il y a une autre partie qui disait « Certes, nous perdons du capital naturel, mais ce que nous gagnons en capital scientifique et technique compensera largement ce qu'on perd en capital naturel ». C'est ce qu'Aurélien Bouteau a appelé la théorie de la fongibilité du capital. Fongibilité, c'est-à-dire qu'on peut remplacer du capital naturel par du capital scientifique et technique. Ça veut dire que pendant longtemps, la croyance a été on n'a pas besoin de changer de mode de vie parce que la science va trouver les solutions.
Et ils ont inventé la définition de développement durable, qui est répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à trancher cette opposition. On ne répond pas. Comment on répond aux besoins des générations futures? Est-ce que c'est par un capital naturel préservé, ou est-ce que c'est par un capital scientifique développé? Et à l'époque, en plus, il faut comprendre que la position de dire nous devons garder notre capital naturel était considérée comme une position conservatrice, donc de droite, et que la position il faut faire confiance à la science et à l'esprit humain, c'était considéré comme une position progressiste, donc de gauche. Donc les écolos étaient pétainistes. Je ne caricature pas, c'est ça qu'on a pris dans la gueule. 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? La science, elle a fait des progrès, la technique a fait des progrès gigantesques. Elle a fait des vrais progrès. Mais ça n'a pas diminué notre prédation sur la biosphère, ça a augmenté les besoins et tout plein d'autres choses. Donc on a passé tous les progrès scientifiques à augmenter la quantité de matières premières, la quantité d'énergie qu'on consomme par personne. Et aujourd'hui, on est dans la situation critique où on est. Donc aujourd'hui, on revient au débat. Quel est le monde? Et c'est là que c'est politique, et c'est pas que les élus, c'est pas que les institutions. Quel est le monde dans lequel vous avez envie de vivre? Et qu'est-ce qui est acceptable? Et est-ce que vous allez forcément vivre moins bien que vos parents? C'est ça la question de votre génération. Moi, j'entends partout, on en veut la génération précédente, les boomers évidemment, qui ont gaspillé les ressources et qui nous laissent les pollutions. La question, c'est quel monde peut-on... Est-ce qu'on peut inventer un monde où vous ne vivrez pas forcément moins bien que vos parents? La vérité, c'est que oui, on peut. Mais il faut déjà reconquérir les imaginaires, parce qu'avant les décisions politiques, il y a des imaginaires collectifs qui déterminent les décisions politiques. Et c'est comment on reconstruit ces imaginaires de la société dans laquelle on veut vivre. Comment une société de sobriété n'est pas une société de moins bien. Et on n'a pas parlé d'un détail juste un peu important, c'est qu'on peut diminuer les émissions du territoire, mais si on continue à acheter en Chine, donc à importer des émissions, parce que la moitié des émissions qui sont dues à nos modes de vie ne sont pas produites sur notre territoire, un peu plus de la moitié. Donc on peut très bien avoir, nous, des territoires super sobres, et puis avoir déménagé toute la fabrication en Chine et avoir une situation catastrophique. Donc on est bien sur ces modèles de consommation, ces modèles de vie, ces modèles d'infrastructure collective, et donc cet imaginaire qui est politique du monde vers lequel on veut se projeter. Donc les politiques, oui, mais les politiques, c'est déjà une déclinaison. Merci beaucoup. Donc finalement, maintenant, une fois que nous avons défini qui doit agir, c'est-à-dire un peu tout le monde finalement, que nous avons défini quels étaient les enjeux, maintenant il faut s'y mettre. Et donc la question, c'est comment finalement répondre à ces enjeux. Donc on va parler dans un premier temps finalement un peu de tout ce qui est technique, puisqu'il va tout de même falloir passer par du technique. Ben, je veux rebondir tout de suite sur ce que disait Bruno Charles, avec une illustration du coup beaucoup plus récente. Quand tu disais, on revient à ce débat mode de vie vs solution technique qui existait il y a 30 ans. Là, les courbes qui sont là, c'est issu du rapport 1.5 du GIEC. Ils ont demandé aux équipes de modélisateurs de dire comment vous atteignez une trajectoire 1.5 dans différents mondes. Quelles seraient les stratégies différentes pour atteindre cet objectif extrêmement ambitieux. Et si on caricature, il y a deux stratégies. La première, c'est plutôt la stratégie de la sobriété, qui a été expliquée en disant finalement, on peut réduire la taille de notre demande énergétique, alimentaire, de mobilité, etc. Et en réduisant cette demande tout en préservant le bien-être, on peut réduire beaucoup plus vite nos émissions. Et ça a un avantage, c'est que les émissions négatives, donc ce qui est en dessous du trait, restent relativement faibles. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, disons qu'on peut, on va revenir peut-être sur les détails techniques après, mais s'appuyer sur les puits naturels, la forêt, les sols, et ça suffit. Et puis, il y a d'autres histoires qui sont racontées. Si on prend celle-là, là, l'idée, c'est de dire, on continue. Elle s'appelle « on continue sur l'autoroute ». Le mot, c'est « on continue à fond, mode de vie, développement, croissance, etc. » On réduira plus tard. Donc on dépasse un peu tout et puis là on se dit mince, là maintenant il faut quand même réduire, donc on va faire énormément de ce truc jaune qui s'appelle des BECS, qui veut dire Bioenergy Carbon Capture and Stockage, et ça en fait disons que c'est une solution technique future qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas disons que ce que symbolise ce scénario, c'est de dire
on est quand même un peu dans la merde. Peut-être que les sciences et techniques vont nous sauver cette fois-ci. Et donc, imaginons que dans le futur, on va être capable de produire énormément d'arbres dans les forêts. On va utiliser ces arbres pour produire de l'énergie. On va capter le CO2 issu de leur combustion et le CO2, on va le stocker. Et donc comme ça, on a une pompe à CO2, on prend le CO2 dans l'atmosphère et puis on le met dans des mines. Donc on a des émissions négatives. Ça, c'est un pari sur l'avenir qui est pour beaucoup, y compris moi, extrêmement incertain, parce que vous imaginez que si il faut qu'on stocke 20 gigatonnes de CO2 en 2050, ça veut dire que c'est une gigantesque industrie qui doit se développer dès aujourd'hui pour être capable de faire ça, en faisant l'hypothèse que ça va être faisable techniquement, que ça sera efficace énergétiquement, etc. Tout ça pour dire qu'on est face à un problème si incertain et radical que finalement il y a des positionnements politiques qui vont dire moi, face à cette incertitude radicale, je préfère l'incertitude scientifique et technique. Je me dis qu'on va trouver une solution parce que changer la société, j'y crois pas. Et puis d'autres qui vont dire mais moi, cette incertitude scientifique et technique, j'y crois pas une seconde. Et je pense que le meilleur parti à court terme, c'est de changer les modes de vie et de changer la société. Et donc, disons que on est rentré dans le vif du sujet aujourd'hui avec la neutralité et que il faut avoir cette discussion sur comment on réagit face à ces incertitudes et comment collectivement on prend des décisions en disant ok, on est face à un ensemble de solutions incertaines, lesquelles on choisit. Est-ce que c'est plutôt technique? Est-ce que c'est plutôt mode de vie? Et simplement, on pourra revenir sur les chiffres, sur les questions sur la SNBC plus tard. L'usage qui est fait aujourd'hui dans la stratégie française, je ne vais pas forcément vous donner tous les chiffres là. C'est pour continuer là-dessus, parce que souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ceux qui croient le plus dans la technique, finalement, c'est ceux qui font pas de la technique, en fait. C'est des fois ceux de plus de sciences humaines ou des économistes, tout à fait. Merci Mathieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors en fait, la question au début, c'était un peu les techniques. Est-ce qu'elles existent? Alors c'est intéressant justement sur ce schéma, on avait avec Mathieu sélectionné la même seule diapo, parce qu'en fait, donc il y a bien deux types de stockage prévus. Le premier, là, en marron, c'est lié à l'utilisation des sols. Donc en fait, c'est la séquestration du carbone dans les sols qui peut être fait en particulier dans les forêts. En fait, quand il y a un arbre qui pousse, après quand l'arbre il meurt, il y a une partie qui va se décomposer, qui va rester, se retransformer en carbone un peu minéral et il va être stocké dans le sol. Donc ça existe, mais sauf que si on regarde au niveau mondial, à peu près à 2030, eh ben pour l'instant, on n'est pas du tout dans une logique de séquestration du carbone. Aujourd'hui, les sols, ils ont tendance à plutôt rejeter du carbone. Alors, ce n'est pas les sols, on ne leur demande rien. Les pauvres, si on les laissait faire, ils stockeraient du carbone. Mais l'utilisation qu'on en fait, avec la déforestation par exemple, mais aussi avec les méthodes actuelles d'agriculture, fait qu'on a tendance à plus relarguer de carbone qu'on en capte. Et aussi, bon là on ne le voit pas bien apparaître sur les scénarios, mais ça c'est très dépendant de la météo. Il n'y a qu'à le voir si vous avez un jardin. Si on a un été sec et chaud, la végétation, elle va moins pousser. Donc, on va moins séquestrer du carbone. Donc, c'est hyper dépendant de la météo. Donc, si la météo change, le climat change, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. L'autre chose aussi, donc avec un petit regard d'environnementaliste, c'est que donc il y a les forêts, mais il y a aussi l'agriculture. Les techniques sans labour, vous en avez sûrement entendu parler, parce qu'en fait, ça permet de capter le carbone dans les sols si on évite de labourer le sol, parce que quand on laboure le sol, on fait ressortir cette matière organique qui sèche, qui se dégrade, et donc qui retombe dans l'atmosphère. Sauf que la technique sans labour, quand on reste dans un modèle agro-industriel, eh ben, c'est le glyphosate, voilà. Parce que il faut, on ne sait pas aujourd'hui ramasser, comment on appelle ça, moissonner un champ s'il y a plein d'adventistes, entre guillemets, mauvaises herbes. Donc du coup, on met des désherbants. Comme ça, on n'a que le produit qu'on a. Donc ça peut être des OGM et du glyphosate. Donc un transfert d'impact très très important. Sur la partie jaune, alors je ne sais pas si vous avez bien compris le truc, la BECCS. En fait, ça veut dire que l'idée, c'est de faire pousser donc, dans des champs. Alors, ça peut être des forêts, mais enfin, dans le GIEC, il parle plutôt de
de bioénergie, donc plutôt des cultures très très intensives en fait, plutôt un peu ce qu'on voit peut-être déjà avec l'éthanol au Brésil, etc. Donc faire pousser des plantes et puis ne plus utiliser le pétrole, mais utiliser ces plantes dans des grosses centrales pour faire de l'électricité, et en sortie de cheminée, on séquestre le carbone. Alors moi j'ai des collègues à l'école des mines qui ont travaillé là-dessus. Et en fait, ils ne travaillent plus dessus. Alors, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne travaillez plus dessus? Moi, ils y travaillaient il y a 5-6 ans. Je leur disais, mais non, c'est nul, la séquestration, il ne faut pas faire ça. Et alors, je leur dis, mais pourquoi vous ne travaillez plus dessus? Le GIEC, maintenant, met vraiment sur le devant de la scène ces techniques. Et en fait, le gars, qui est pourtant pas un écolo, il me dit, non, mais c'est trop polluant. En fait, ça fait trop de transfert d'impact aussi. Ça crée des amines, ça crée, en fait, la séquestration. On ne sait pas bien faire aujourd'hui. Et chimiquement, ça crée des molécules qu'on ne veut pas forcément. Et aussi, en termes énergétiques, c'est énorme, quoi, pour pouvoir séquestrer du carbone, forcément, on a des énormes dépenses énergétiques. Donc non, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'ils ne font pas commencer aujourd'hui, en fait, les techniques. Ils font commencer qu'à partir de 2030-2040. Donc, quelque part, ça va être nécessaire, parce que, oui, je n'ai pas fini tout à l'heure, quand j'ai dit, jusqu'à décembre 2018, je disais, il ne faut pas faire de compensation et de séquestration. Et en fait, effectivement, si on veut rester dans les 1,5, voire, j'imagine, si on veut rester dans les 2 degrés, on est obligé de passer par là. Donc, il faut qu'il y ait de la recherche qui se développe sur ces aspects-là, mais avec une vision quand même globale pour éviter les différents transferts d'impact. Merci beaucoup. Alors, pour continuer finalement, dans les acteurs, on avait oublié de parler du Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat a rendu un rapport en 2018 qui disait finalement que les techniques étaient là, et que maintenant, finalement, il fallait plutôt s'y mettre et avoir un changement sur le terrain. Donc là, maintenant, je vais me tourner vers des élus pour voir finalement... Pour réduire les émissions ou pour séquestrer? Pour réduire les émissions. Non, pas pour séquestrer, effectivement, oui. Et que du coup, pour réduire les émissions, il fallait les actions sur le terrain. Donc, quelques actions... Peut-être aussi. Donc, quelques actions, finalement, sur le terrain. Donc, je ne sais pas... Lequel veut commencer? Alors, pour effectivement des actions plus opérationnelles, parce qu'effectivement, il faut aussi passer à l'action tant faire se peut. Pour la région, en tout cas, on est parti donc sur un grand plan, on va dire, décliné en plusieurs volets. Qui tous, on l'espère, vont contribuer à réduire nos impacts. Comme je vous disais, on a quand même des compétences qui nous sont allouées, notamment sur la gestion et la valorisation de nos déchets, parce que forcément l'impact est énorme. On va essayer de passer à une valorisation à 70%, alors matière, ce qu'on appelle matière, à 70%, ce qui est quand même un enjeu assez colossal. Je ne parle pas de valorisation énergétique, vraiment valorisation matière, c'est-à-dire tout ce qui est du réemploi, le recyclage, etc. Donc pour ça, on va travailler, on a commencé déjà avec certaines filières qui sont les plus structurées à l'échelle de notre région, comme la plasturgie. Il faut savoir, par exemple, les déchets, en matière de déchets, le plus gros volume, c'est les déchets du bâtiment et des travaux publics, du BTP, qui sont certes des déchets inertes, mais n'empêche que en volume, en poids, c'est juste colossal. Donc on travaille avec ces filières-là pour, par exemple, partir sur des bétons qui sont presque à 30 voire 40% des bétons recyclés, avec des matières recyclées. C'est un exemple parmi d'autres. Avec la plasturgie, c'est vrai qu'on travaille aussi sur la recyclabilité, par exemple du textile qui peut être intégré maintenant dans le plastique. On a quelques beaux exemples dans la région, dans la Loire notamment. Voilà, on a mis tout un volet effectivement sur l'énergie parce que comme tout le monde, on pense que
enfin, la meilleure consommation d'énergie, c'est celle qui ne se fait pas. Hein. On est d'accord sur la sobriété. Donc, pour réduire nos consommations d'énergie, aujourd'hui, l'habitat représente, à l'échelle régionale, environ 40% de la consommation énergétique. Donc, c'est un volet important, d'où l'intérêt de rénover surtout les passoires énergétiques, mais pas que, de rénover tous les bâtiments publics, de rénover nos gymnases, nos écoles, nos lycées, avec la région, par exemple, aujourd'hui, on atteint entre 40 et 50% de performance énergétique sur la rénovation de nos lycées, en plus avec un confort qui est accru pour les lycéens. Sur la réduction de l'énergie aussi, on a travaillé, vu qu'on est également compétent dans le mode des transports, sur les mobilités décarbonées, que ce soit électrique, GNV, hydrogène, etc. On travaille un peu sur l'ensemble de ces mobilités carbonées, mais aussi sur les autres mobilités, les mobilités alternatives, en développant tant faire se peut un peu de ferroviaire, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, en développant tous les systèmes de covoiturage, d'autopartage, de vélo, enfin voilà, tout ce qui peut être alternatif à l'autosolisme en tout cas. En termes de biodiversité, effectivement, il y a un enjeu fort sur nos corridors écologiques qu'on essaie de préserver et qui peuvent être également des puits de carbone. On va mettre en place, par exemple, une politique d'arbres hors forêt, de développement des arbres hors forêt, parce que finalement nos forêts, on sait à peu près les gérer, mais quid des haies, quid de l'arbre en ville, etc. Voilà, donc je ne citerai pas tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, parce que c'est assez vaste, mais en tout cas la région essaye de travailler avec tous les acteurs, qui soient les territoires, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, pour trouver des solutions communes, mettre en place des solutions et un peu sur tous les volets. Voilà, en étant le plus ambitieux possible et en essayant de conjuguer ce qui est faisable à mettre en place, parce que c'est pareil, hein, il y a quand même et le côté technique, mais financier aussi. Tout ça coûte, évidemment. Donc, même si on a consacré 200 millions d'euros justement sur ce plan-là pour les 3 ans à venir, ce qui est quand même un budget assez important, mais il y aurait tellement encore à faire, donc petit à petit. Alors nous, on vient de voter notre stratégie à 2030. La voici. Elle est claire, hein, 2030 et 2050. J'en profite pour saluer Luce Ponsard, qui est l'architecte de ce plan, parce qu'elle est chef de projet plan climat de la métropole de Lyon. D'abord, on peut le faire. D'abord, on peut réussir. Depuis l'an 2000 jusqu'à 2016, parce qu'on a, en gros, on a l'Office régional Air Énergie Climat qui mesure nos émissions. C'est les mêmes qui mesurent la pollution atmosphérique, mais qui mettent 2 à 3 ans pour faire des calculs des émissions réelles du territoire. Donc on a nos chiffres d'émissions 2 à 3 ans après. Notre dernier chiffre aujourd'hui, c'est 2016. Mais de 2000 à 2016, on a diminué nos émissions de 21%, alors que la population augmentait de 15%. Donc en valeur absolue, on a diminué. Donc ça veut dire, et en fait, on a eu plutôt une stagnation de 2000 à 2008. Si je dis des conneries, Luce va m'engueuler, donc je vais essayer de ne pas en dire. Et donc entre 2008 et 2016, on a déjà baissé d'1/4 les émissions par personne, pour faire des ordres de grandeur. Donc on peut le faire. Et en plus, on n'a pas été un territoire en déprise, c'est-à-dire que ces baisses d'émissions ne sont pas dues à des transferts d'industrie qui seraient partis dans un pays à bas coût. On est sur une surface industrielle à peu près équivalente, avec une population qui a augmenté, et un PIB qui a aussi augmenté. Donc on est plutôt sur une bonne tendance, si ce n'est que depuis 2016, au niveau national, en 2016 et 2017, les émissions au niveau national auront réaugmenté. Donc je ne peux pas vous dire si notre territoire a continué sa dynamique de positive à baisser les émissions, ou si on a suivi la courbe au niveau national, et qu'on a réaugmenté. En tout cas, on était à l'objectif moins 20% en 2020, on y est en 2016. Mais y être en 2016 ne veut pas dire qu'on y est en 2020. Modulo 2 choses.
On a, nous, la chance, effectivement, enfin la chance, on a un territoire industriel, donc on a aussi des émissions produites sur le territoire qui sont produites pour d'autres. Je pense par exemple à la raffinerie de Fézin. La raffinerie de Fézin, c'est 20% des émissions du territoire. Les consommations des Grands Lyonnais, c'est à peu près 20% de la production de Fézin. Donc 80% des émissions de Fézin sont émises sur le territoire et comptées pour les Lyonnais alors qu'ils servent à d'autres. Mais à l'inverse, là vous voyez qu'on est à peu près à 12 tonnes par habitant. Plus de la moitié des émissions sont des émissions importées, qui ne sont pas émises sur le territoire, mais qui sont dues à nos achats, à nos consommations. Or, ce qu'on sait mesurer aujourd'hui, c'est les émissions du territoire. Donc on travaille essentiellement, on mesure les émissions du territoire, on agit aussi sur les consommations, sur les émissions importées, mais beaucoup des émissions importées nous échappent. Okay ? C'est vrai que le rôle des consommateurs, citoyens, habitants, il est déterminant pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, la stratégie qu'on a votée, qui est moins 40%, moins 43%, enfin il faut vous raisonner en ordre de grandeur, par rapport à l'an 2000, en 2030, avec un plan qui est décliné dans tous les domaines, des déplacements, alors, je me suis fait un peu critiquer par certains de mes copains écolos, en disant que ce n'était pas assez ambitieux, mais ça, c'est pris des décisions réelles. C'est l'impact réel des décisions, c'est le plan des déplacements urbains d'aujourd'hui, dont je pense qu'il ne va pas assez loin dans la réduction de la bagnole. Donc ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Mais ça veut dire accepter des choses comme réduire encore plus la voiture. Mais ce que vous voyez là, au moins jusqu'à 2030, c'est basé sur des calculs réels et à partir de la réalité. Donc l'objectif aujourd'hui qui a été voté, c'est moins 40% d'émissions. Et avec un schéma directeur des énergies, c'est la première fois qu'une collectivité travaille sur tous les flux énergétiques qui traversent le territoire. On a aussi fait une étude, j'ai commandé une étude, mais qui est assez imbuvable, parce que même en s'arrachant les cheveux, on a fait tous les flux matériels qui sortent, énergétiques et matériels, qui rentrent et qui sortent de la métropole. Et bien évidemment, il faut faire baisser ces flux. Mais vous voyez que on détaillera après attendez. On détaillera après quelques opérations. On n'arrive pas à la neutralité en 2050. Et de toute façon, même si on réduit beaucoup les transports, parce que là, quand même, pour 2030, ça veut dire 100 000 logements isolés en 200 000 logements isolés en 10 ans, dont 100 000 subventionnés par la métropole. Il y a 700 000 logements dans la métropole. Sachant que 30 000 euros par logement, vous calculez par 100 000, vous êtes sur 30 milliards d'euros d'activité, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des petites dépenses. Là, on est sur 30 milliards d'euros en 10 ans. Juste sur le logement. Sur les déplacements, le développement de 2 lignes de tramway, des lignes de métro, etc., c'est des dépenses considérables. Mais là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le débat de décroissance, pour moi, c'est aujourd'hui un débat qui est pipeau. Il faut une décroissance des consommations individuelles. Parce qu'il faut réfléchir sur les besoins. Mais on a une génération pour transformer tous les réseaux énergétiques, tous les réseaux de transport. Et ça peut, pour 20 ans, tirer l'activité économique vers le haut, si on fait les bons choix. Ça, c'est un passage. Mais surtout 2050, ça veut dire que la neutralité, elle ne se pense pas au niveau d'une ville, c'est absurde. Elle se pense au niveau d'un territoire plus grand. Michel Lusseau, par exemple, le géographe qui est connu, pense qu'il faut raisonner au niveau Saint-Étienne, Genève, Grenoble, Lyon. À ce périmètre-là, on peut penser la neutralité. Alors, j'en sais rien, et puis c'est logique dans la mesure où les aliments qui sont mangés à Lyon ne sont pas produits dans la ville. Ça restera epsilonesque. Donc la question, c'est à quel niveau de territoire on peut penser la neutralité. Il faudra penser la neutralité, mais elle ne se pense pas au niveau de la métropole. Et en plus, si vous réintégrez dans le calcul les émissions importées, alors là, vous ne raisonnez pas du tout au niveau de la métropole, mais sur des espaces bien plus grands. On peut descendre. Vous avez juste, ça c'est la méthode, et pour moi c'est la réussite du plan climat de la métropole, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la métropole, c'est maîtrise ou impact entre à peu près un tiers des émissions. Donc on a réuni une conférence locale énergie-climat. Aujourd'hui, il y a 145 partenaires qui ont signé les objectifs de sobriété et de descente énergétique. C'est tout à la fois et ceux qui ont fait le plus d'efforts sont les industriels aujourd'hui. Les industriels sont à fond parce que la sobriété fait partie de leur modèle économique. Moins ils consomment. Et on leur a dit, et ça c'était une réussite, on vous aide à innover sur le territoire,
C'est-à-dire, on vous prête le territoire comme terrain d'exploitation, donc nous, on a les meilleures techniques, et vous, ce que vous inventez ici, vous pourrez l'exporter ailleurs, parce que tout le monde demandera des technologies sobres demain. On est plutôt sur une très bonne tendance à l'innovation sur le territoire, et l'innovation pour les industriels, c'est vital. Là où on échoue aujourd'hui, c'est à changer les modèles économiques. Par exemple, de passer du modèle de la propriété au modèle de la location, c'est-à-dire de l'économie de la fonctionnalité. Je prends un exemple, on n'a pas encore, moi j'ai soufflé quelque chose que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre, quelqu'un d'autre le mettra en œuvre j'espère, c'est profiter des écoquartiers pour faire des buanderies collectives et de l'électroménager qui est compris dans les charges et loué plutôt qu'acheté. Parce que quand un marchand vous vend quelque chose, il a intérêt de faire de l'obsolescence programmée. Parce qu'au bout de 5 ans, que vous en changiez. Si vous le louez, le modèle économique est différent parce que le mec a intérêt de le faire durer le plus longtemps possible, de manière à ce que son modèle économique qui soit concurrentiel sur la durée, il n'a pas à changer son matériel. Et comme ça, mais il faudrait accepter, nous, des nouveaux modèles, de nouveaux modes de vie, avec du buanderie collective, comme ça se fait en Scandinavie ou en Suisse, avec de l'électroménager ou des choses qui soient louées. D'ailleurs, Fairphone le fait, vous pouvez louer plutôt qu'acheter. Et donc de changer nous-mêmes nos modes de consommation avec des modèles économiques qui sécurisent aussi les entreprises sur la durée et qui luttent contre l'obsolescence programmée. Donc on a réussi, je crois, sur entraîner les industriels sur l'innovation et sur la sobriété. Enfin, on a réussi. Il y a des réussites, des échecs, et c'est jamais assez bien. Mais il y a quand même une vraie dynamique, mais on n'a pas encore réussi à changer les modèles économiques et à permettre, je dirais, de l'activité économique sur des nouveaux modèles qui changent les habitudes et notamment le rapport à l'obsolescence. Et donc, mais quand même 145 partenaires qui ont signé et je pense qu'on réussira l'objectif de moins 40. La question, c'est est-ce que ça sera suffisant? Ça, c'est autre chose. Je prends quelques exemples et puis j'arrête. Vous avez des choses aujourd'hui qui sont très intéressantes. C'est par exemple les bouts des stations d'épuration. On a lancé aujourd'hui avec les bouts des stations d'épuration, donc avec nos déjections, on va dire, on produit du biogaz. Il y a une seule station aujourd'hui qui le fait, c'est à la Fessine. Méthaniser les deux plus grosses stations qui sont Saint-Fond et Pierre-Bénite, on peut produire du gaz qui est l'équivalent d'une ville de entre 20 et 25 000 habitants. Pas négligeable. Et effectivement, et ça sera durable, parce qu'on ne peut pas s'arrêter de manger, on ne peut pas arrêter les cycles biologiques. Donc, on peut trouver, et ça c'est lancé, le vélo. Le vélo, c'est génial, parce que quand j'ai commencé à venir à Lyon, j'ai pris une fois mon vélo, je l'ai reposé, j'ai eu les jetons. Aujourd'hui, il y a un changement de contrepartie. Et là, on voit bien le lien institution, collectivité et personne, et choix. On a une progression du vélo depuis 5 ans qui a 2 chiffres. L'année passée, c'était plus 24%. Donc on part de presque rien, mais aujourd'hui, ça devient un mode de déplacement normal en ville. On peut emmener ses enfants à vélo à l'école, on peut se déplacer, et sur des déplacements jusqu'à 5 km, un vélo ça va, et jusqu'à 10 km, un VAE, c'est même super agréable, en fait. Je peux vous le dire, parce que je m'y suis mis, parce que je me suis dit, si je ne fais pas, personne ne le fera, et en fait, j'y prends du plaisir. Même plus l'hiver que l'été, d'ailleurs, parce que l'été, on transpire, l'hiver, c'est bien. Donc, on est aujourd'hui sur un plan de mode doux qui est même à 1000 km à la fin du mandat, sur lequel on va gagner. Et je pense que la pression de la population est assez forte pour, quelle que soit l'équipe qui va sortir des élections en mars, la construction de pistes cyclables ne diminuera pas. Par contre, ce qui va changer, c'est le courage pour réduire l'emprise automobile dans la ville. D'autres choses, il va falloir aussi s'adapter au réchauffement climatique. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'arrêter, il s'agit de savoir où il va s'arrêter, donc s'adapter. Aujourd'hui, on est à +1, avec toutes les canicules qu'on a eues. Donc on a un plan, ce qu'on appelle, on a la stratégie d'adaptation dont Luce est encore l'architecte, mais on a par exemple le plan Canopée, qui est de planter en disant 300 000 arbres, dont 30 000 sur la voirie. En fait, 3 000 arbres sur la voirie par an, c'est le delta. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 1000 par an qui sont coupés pour des raisons sanitaires, de maladies. Donc 4 000 plantés, et donc ça fait plus 3 000. Voilà. Donc il y a des mesures, vous pouvez prendre le plan climat, vous pouvez le dire, il y a énormément de mesures. On va réussir l'objectif, on a réussi l'objectif de moins 20, on va aller au-delà. On va réussir l'objectif de moins 40, et je pense qu'on va aller au-delà. La question, c'est que ça ne suffira pas.
La question, c'est que si on ne l'accompagne pas de changements massifs de mode de vie, de toute façon, on n'aura pas la légitimité pour réclamer les changements des autres qui sont nécessaires au niveau global pour atténuer le réchauffement. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'obstacle n'est pas, je dirais, les industriels. Les milieux économiques ont plutôt été des soutiens du vice-président au plan climat que j'étais. Et je veux dire, ça m'a aidé à convaincre les autres élus. Je peux dire que les industriels, ils ont les chocottes. Demain, s'il n'y a plus d'eau dans le Rhône, les agriculteurs, on se frite avec les agriculteurs sur le glyphosate. Sur le réchauffement climatique, si vous connaissez encore un climato-sceptique, vous l'envoyez voir un paysan. Le paysan lui dira, un viticulteur, c'est pas. Les climato-sceptiques sont souvent des grands amateurs de vin, plutôt des jouisseurs. Et envoyez-les voir leur viticulteur, leur dira, les bourguignons, ils sont comme ça, parce que déjà, les vendanges sont un mois et demi avant par rapport à il y a 20 ans. Et ils sont en train de changer de cépage parce que le caractère des vins change. Et on est quand même en stress hydrique, en alerte hydrique, on l'est presque 6 à 7 mois dans l'année. Au passage, puisque j'ai vu qu'il y avait une question sur le site, la question du nucléaire, c'est du pipeau. J'ai assisté à une réunion à la préfecture où le préfet dit on a un problème, c'est-à-dire que dans 30 ans, on n'aura pas assez d'eau pour refroidir les centrales. Le nucléaire n'est pas la solution au réchauffement climatique. Je défie quiconque veut me prétendre l'inverse de me prouver ça. Pour une autre raison, c'est que dans tous les pays du monde, la consommation d'énergie est en train de changer. Ça, c'est aussi pour balayer l'inertie, parce que des gens se disent, s'il y a le réchauffement, on aura moins besoin de chauffage. Donc si on a moins besoin de chauffage, on aura moins besoin d'énergie. Sauf que ce qui est en train d'exploser, c'est la clim, et dans le monde entier. Donc le besoin d'énergie est en train de changer de l'hiver vers l'été. Et ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est que les gens arrêtent de se chauffer l'hiver parce qu'ils n'ont pas de fric, et mettent un pull, pour pouvoir se payer la clim l'été, parce qu'on peut se protéger du froid, on ne peut pas se protéger du chaud. Et donc on a un transfert de la consommation d'énergie et pas une diminution. Et au passage, l'été, on est obligé d'arrêter les centrales parce qu'il n'y a plus assez d'eau ou alors que l'eau du Rhône est trop chaude. Et là, par contre, le photovoltaïque va produire à plein. Donc le nucléaire n'est pas la solution. De toute façon, le nucléaire, mettez-vous en tête, on vous dit indépendance énergétique, 80% de l'électricité. L'électricité, c'est 20% de l'énergie consommée en France. Donc le nucléaire, c'est 17% de l'énergie consommée en France. C'est une super indépendance énergétique, 17%. Surtout que l'uranium, il vient de France, c'est bien connu. Donc le nucléaire comme solution, c'est du pipeau. Voilà, je l'ai dit. Mais vous avez donc ce transfert et donc isolation le plan d'isolation des logements. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est la compétence et l'équilibre économique, parce que le prix de l'énergie n'est pas encore assez augmenté pour faire l'équilibre économique, et donc les subventions sont nécessaires. Alors j'ai gagné sur un truc, c'est que la Banque centrale allemande a fait le calcul que 1 euro de subvention à la rénovation thermique des logements produit 11 euros de travaux et 5 euros de recettes fiscales. Donc c'est bénéfice, sauf que mon président m'a dit t'es gentil, mais c'est 1 euro de dépenses pour la métropole et 5 euros de recettes pour l'État. Ce qui est vrai aussi. Donc c'est un peu con, mais c'est quand même un bénéfice. Donc voilà, je vous renvoie à ce qui a été voté. Vous avez un plan qui est un des plus ambitieux d'Europe, que j'espère qu'on va réussir et qu'on va même aller au-delà. La vraie question, c'est que le réchauffement va plus vite que ce qu'on pensait, ça s'accélère. Et c'est pas parce qu'on est bon qu'on est à la hauteur. Eh bien, merci beaucoup. Avant de commencer sur les questions, j'aurais moi-même déjà une question, alors je ne sais pas qui voudrait y répondre. On a eu récemment des parlementaires qui ont demandé à ce que soit finalement que les lois soient jugées en fonction de leur impact carbone. Est-ce qu'à la métropole ou est-ce qu'à la région, c'est déjà en réflexion, ou est-ce qu'on en a déjà parlé, ou je ne sais pas qui veut y répondre. Nous, on a lancé un projet tout récent. Hier, avec Luce, on était justement dans une conférence finance-climat. On a lancé un travail avec la Caisse des dépôts et avec 3 autres collectivités qui sont Nantes, Paris et Strasbourg maintenant, c'est ça, sur une analyse de notre budget pour être cohérent. C'est-à-dire qu'est-ce qui dans notre budget est favorable au climat, qu'est-ce qui est neutre comme dépense et qu'est-ce qui est contradictoire avec l'objectif climat. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de référentiel, il n'y a pas d'analyse. Donc forcément, dans le budget, dans toutes les actions, la question c'est la cohérence de toutes les actions. Et le budget traduit bien la cohérence. Donc on a lancé ce projet, dont les premiers résultats seront en septembre, où toutes les dépenses seront qualifiées en vert pour ce qui est favorable au climat, en blanc ou en
en gris pour ce qui est neutre et en marron sur ce qui est négatif. Et ça permettra une visibilité je dirais, de la cohérence ou de l'incohérence du budget annuel qu'on vote. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour le climat et d'une autre main faire des choses contre. La question aujourd'hui, c'est évidemment celle de la cohérence. Alors, pour la région, on n'a pas vraiment mis en place, je dirais, pour chaque délibération, un suivi, enfin, comme le demandaient les parlementaires. Par contre, on a quand même des indicateurs politique par politique. Alors, il y en a où c'est un peu plus compliqué. Je pense par exemple à la formation, où, enfin voilà, on a des choses où les indicateurs de suivi sur le climat, développement durable, en général, sont un peu plus compliqués à mettre en place, mais on les a. On se doit de produire de toute façon chaque année ce qu'on appelle le rapport de développement durable, où on reprend l'ensemble en fait de tous nos dispositifs et avec justement de savoir s'ils ont été plutôt bénéfices ou pas. Voilà, mais c'est pas, on fait pas vraiment dispositif par dispositif. Par contre, on a quand même des observatoires, et là je ne parle pas au niveau de l'institution région, mais du territoire régional. On a un observatoire climat, air, énergie qui est plutôt bien fait, même je dirais que c'est peut-être le mieux fait en France, avec notamment une déclinaison, alors je fais un peu de pub au passage, d'une plateforme qui s'appelle Terristory, qui a été développée en fait par notre agence, parce que la région en fait s'adosse à l'agence régionale d'énergie et environnement, donc Terristory, c'est libre d'accès, et en fait où on peut voir à toutes les échelles, que ce soit département, mais même à l'échelle communale, en fait non seulement l'état des lieux, par exemple des GES ou autres, ou de la production d'ENR par exemple, mais aussi on peut modéliser en fait par rapport aux différents scénarios, par exemple du SRADET 2030, avec, on se dit, voilà, si on met tant de chaufferies bois, quel va être l'impact en fait sur le territoire. Voilà, donc ça s'appelle Terristory. Je vous invite à acheter un coup d'œil. Et c'est vrai qu'on s'en sert pour aussi évaluer l'impact de nos politiques. Eh bien, merci beaucoup. Avez-vous encore un mot Non ? Eh bien, nous passons aux questions. Dans ce cas-là... Oui. Moi j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous anticipez l'arrivée massive des voitures électriques en ville? Est-ce qu'il y aura des choses sur le plan politique qui seront décidées? Et une deuxième question, plus technique, sur le stockage de carbone. Est-ce que la solution de faire pousser des arbres et de les enfouir, peut-être dans des mines ou des carrières à ciel ouvert, pourrait suffire? Alors les voitures électriques, c'est une solution pipeau. Voilà, je veux dire, cache les trucs pour deux raisons. C'est-à-dire que l'analyse de cycle de vie de l'ADEME montre qu'en fait on déplace les pollutions, on les résout pas. Et donc, il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on pourrait effectivement améliorer la pollution locale sans changer la pollution globale. Et d'autre part, aujourd'hui, même sur l'autre problème, qui est un problème plus local de la pollution atmosphérique des particules, aujourd'hui, presque la moitié des particules sont produites par les pneus et les freins. Donc les voitures électriques ne vont pas régler le problème des particules émises par les pneus et les freins. Donc les voitures électriques ne régleront pas le problème de la pollution atmosphérique. Et en plus, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le vrai problème de la ville, c'est pas remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques. C'est que 60%, enfin 2/3 des déplacements automobiles font moins de 3 km. Donc c'est pas changer le moteur, c'est jouer sur le besoin de déplacement. Aujourd'hui, on a une économie tertiaire et je ne sais pas combien de gens viennent à la Part-Dieu pour travailler derrière leur écran. Et comme dit un ami, venir à la Part-Dieu pour travailler derrière son écran, c'est déjà télétravailler. On ferait mieux d'installer des stands de coworking et de télétravail près de chez eux
pour qu'ils économisent une heure, 1 à 2 heures par jour. Et éliminer des déplacements inutiles. Il faut reconstruire la ville avec des quartiers, c'est l'objectif du PLU, mais après, il y a le document et il y a la réalité qu'on va mettre en œuvre. C'est-à-dire que quand vous habitez un quartier, pour trouver vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture. Si vous voulez apprendre, vous la prenez, mais pour aller faire des courses ou trouver des services de proximité, vous les trouvez près de chez vous. Donc la question, c'est de rebâtir la ville et de faire l'inverse qu'on a fait depuis les années 70 avec la charte d'Athènes, vous savez, la pensée du Corbusier. C'était la fonctionnalisation des quartiers. Un quartier on travaille, un quartier on habite, un quartier commercial, et des flux de voitures entrent. Ça, c'est 30 à 40 ans de politique urbaine. Ben, c'est ce qu'on est en train de casser et de faire l'inverse, mais ça ne se fait pas en un jour. Il faut reconstruire la ville à partir de la proximité. La question des voitures électriques était vraiment la fausse solution par excellence. Il y en a qui croient, et EDF met un lobbying exceptionnel, parce qu'évidemment, pour sauver le nucléaire, ils ont intérêt d'augmenter la consommation d'électricité. Et donc EDF fait un lobbying fou pour les bornes électriques, que Ségolène Royal a... Et en fait, nous, on a plutôt freiné à la métropole. C'est contradictoire, il y a des gens qui sont pour à la métropole, mais il y a aujourd'hui plus de scepticisme sur la voiture électrique, que ce soit dans les services techniques, dans la mission énergie ou chez une partie des élus. Gérard Collomb y croit, moi pas. Bon, il se représente et moi pas. Mais il y en a d'autres aussi. Mais en vrai, les voitures électriques, c'est déjà mort pour moi. Juste un tout petit mot, parce que moi j'aurais des propos un peu plus mesurés, mais c'est normal parce que à l'échelle régionale, en fait, on se place pas effectivement en métropole urbaine. Le déplacement peut être fait différemment. À l'échelle régionale, enfin clairement, la personne, je pense par exemple à la vallée de l'Arve qui est en zone PPA, en plan de protection de l'atmosphère. On a un contentieux quand même avec l'Europe, et puis effectivement le problème des particules et des NOx, il est quand même bien là. C'est pas 5 km que les gens font, mais c'est 30 ou 40 ou plus. Il y a des bus scolaires, il y a tout ça. Donc nous, les mobilités décarbonées, effectivement, ce sera toujours moins bien que d'enlever la mobilité, mais elle est quand même encore nécessaire. Et comme je l'ai toujours dit, il faut trouver un juste milieu. Donc la mobilité électrique, je vois, nous par exemple, on a changé pas mal de nos bus à l'électrique, si possible. Alors comment on fait? On essaie de déployer des stations, tout simplement avec les syndicats d'énergie qui sont à l'échelle départementale sur l'ensemble de notre région. On essaye de favoriser aussi sur les nouvelles copropriétés, etc. Quoique je crois que c'est réglementaire maintenant, en fait, des stations privées. Voilà, donc après, ça résoudra pas tout, mais c'est en milieu rural, en tout cas, c'est quand même un enjeu important. Et de le coupler aussi avec du système de pilotage. Ça sera très important. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais le numérique va être quand même, dans les années à venir, important pour justement essayer d'avoir En fait, l'enjeu d'une mobilité électrique, c'est que ça peut faire des pics dans les réseaux, en fait, tout simplement. Et d'où l'intérêt d'un pilotage numérique assez fin pour contrôler les consommations et les lisser, en fait, que ce soit en termes de journée, dans le mois, dans la semaine, etc. Voilà. Donc on travaille aussi sur ce qu'on appelle les smart grids en général. Juste, ça montre bien l'ambiguïté des solutions techniques. Par exemple, certains misent sur là où il pourrait y avoir un intérêt de la voiture électrique, c'est les flottes de véhicules partagés électriques, ou à hydrogène si on veut. Et avec la voiture automatique, il peut y avoir des véhicules, on peut se passer de sa voiture personnelle, ne pas en avoir, et avoir des parcs de véhicules automatiques avec votre smartphone, vous la commandez, parce que par rapport à un bus, ou etc., la voiture, elle vous emmène devant votre porte, surtout si c'est une voiture automatique. Et donc, pour avoir des espèces de minibus qui remplacent les voitures particulières, moi-même, je me suis dit, c'est pas forcément con. Si les gens abandonnent leur voiture individuelle et d'avoir des véhicules automatiques qui vous déposent devant votre porte avec vos courses, sauf qu'aujourd'hui, les études qui montrent que ça reviendrait moins cher de les faire rouler 24 heures sur 24 que de les faire stationner en ville, et donc que l'impact écologique du parc de véhicules électriques partagés automatiques serait négatif. Donc vous voyez bien qu'une solution technique, si on la réglemente,
et quand on autorise une partie, qu'on l'organise, peut avoir un impact positif. Mais si on dit, hop, la solution, c'est la voiture à hydrogène automatique, c'est-à-dire sans chauffeur, qui vous dépose devant chez vous, le calcul économique va faire, ah ben c'est compliqué, c'est cher de stationner en ville, donc on la fait rouler pendant 24 heures, et la dépense énergétique, la dépense des freins, etc., va faire un impact écologique négatif. Donc voilà, la technique est nécessaire, mais l'usage de la technique surdétermine son intérêt. Peut-être juste pour continuer sur véhicules électriques, moi je partage le positionnement et la stratégie, c'est de dire comment on fait pour moins se déplacer en mode collectif, en mode doux, en vélo, etc. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un scénario français, européen, mondial sans véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est pas une solution parfaite. Tu l'as dit, quand on analyse de cycle de vie, il y a des impacts environnementaux, il y a de l'impact CO2, il y a de l'impact énergétique, mais en fait, on n'a pas vraiment le choix. À un moment donné, il va falloir compter sur le fait que les Chinois qui produisent nos batteries le fassent avec de l'électricité décarbonée, que nous, on mette de l'électricité décarbonée dans le véhicule, et que surtout, ces véhicules ils soient moins nombreux, qu'ils soient peut-être plus légers, qu'ils soient plus partagés, etc. Donc, moi, disons que je modérais en disant là, le véhicule électrique, ça fait partie des solutions, mais ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing à la fois à la place de la voiture dans la ville qu'il faut réduire, ou à l'industrie automobile, parce qu'en fait, on parle de quelle voiture, vraiment, quel est son poids, quelle est sa taille, et est-ce qu'on a vocation à avoir toujours 32 millions de véhicules en France, ou est-ce qu'on en aura 20 millions, 15 millions, 10 millions? Et auquel cas, si on passe de 30 millions de véhicules à 10 millions de véhicules, on divise par 3 l'impact environnemental de la production des batteries de ces véhicules. Et puis si on a des véhicules plus légers, la batterie sera plus petite. Donc on aura aussi moins d'impact environnemental. Donc c'est cette équation qu'il faut trouver. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément s'en passer, mais en tout cas, il faut faire en sorte que ça ne soit absolument pas une solution miracle où on se dit, très bien, allons-y et faisons des 4x4 Range Rover électriques. Je vais répondre à l'autre question là, si on le voit. Alors, on l'a vu, il n'y a pas de solution, donc la créativité est nécessaire, super, il y a des idées, c'est cool. J'ai jamais entendu parler de cette idée de solution. A priori, ce que je me dis, c'est aujourd'hui le bois, on l'utilise en matériaux de construction, par exemple, et là, du coup, ça permet de le stocker comme vous le proposiez. Si on le stocke en souterrain, il risque quand même de se dégrader, de se faire monter, etc. Donc c'est pas forcément la solution non plus. Et surtout, ça pose des questions de gouvernance par rapport à l'utilisation des surfaces, parce que là déjà on voit dans la Loire, là on développe beaucoup, les politiques développent beaucoup justement le bois matériau pour la construction, l'utilisation du bois énergie aussi, et on voit de plus en plus de coupes franches de bois, dans ce qui pose des problèmes par rapport à la biodiversité. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle, c'est comme pour l'électrique en fait, c'est qu'il faut bien envisager toutes les facettes du problème avant de proposer une solution. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. J'étais venu, moi, pour une conférence qui s'appelait « Neutralité carbone en 2050 ». Et j'avoue que j'aimerais bien vous entendre, en fait, sur ce sujet, parce qu'il y a eu un certain nombre de pistes qui ont été proposées au niveau de la région et au niveau de la métropole, mais je serais preneur d'entendre ce que vous avez sous-entendu sur ce qui serait utile et nécessaire de faire au niveau citoyen. Et au fond, qu'est-ce que nous devons nous imposer aujourd'hui en tant que citoyens et en tant qu'acteurs d'une démocratie, avant que ça nous soit imposé par un système qui serait peut-être peut-être moins démocratique, en tout cas. Voilà. J'aimerais vous entendre à la fois en tant que politique. Demain, vous avez la main. Qu'est-ce qu'il faut imposer pour que les choses changent? Et je pense que la question se pose aussi aux experts, parce que c'est cool d'être expert, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous feriez si vous avez la main? Voilà. Je pensais y avoir répondu avec la diapo, c'est-à-dire que, il faut penser on arrive avec le plan climat qu'on a voté il y a quelques semaines à moins 80% d'émissions en 2050, mais pas à la neutralité. On peut peut-être arriver à la neutralité en augmentant effectivement la dissuasion d'automobiles, etc. On arrivera, mais de toute façon, il faut penser, la neutralité sur un territoire plus important. 2, si vous intégrez les émissions importées, ça veut dire que de toute façon, il va falloir réfléchir sur les besoins et sur les modes de vie. Non seulement, on a fait voter des choses, donc je vous renvoie au plan climat tel qu'il est, mais la question, c'est, pour faire court, comment on réorganise le travail de manière à ce que chacun, avec une économie aussi tertiarisée que la nôtre, on peut, pour que chacun puisse travailler près de chez soi et gagne du temps de vie.
Calculer si quelqu'un ne fait plus, habite de travail, j'en connais plein d'exemples qui sont dans les centres de coworking, pas forcément tout le temps, mais 1 jour ou 2 par semaine, voire 3 jours, et qui, au lieu de faire 1 heure aller, 1 heure retour, posent leurs enfants à l'école et font 10 minutes. Quand ils gagnent 2 heures par jour, 3 jours par semaine, ça fait 6 heures par semaine, ça fait 24 heures par mois, et calculé sur un temps. Donc, est-ce que c'est moins bien vivre ? Réorganiser le travail. Mais ça veut dire que dans les entreprises, si on n'a pas quelqu'un sous la main et qu'on ne peut pas surveiller ce qu'il fait, on n'a pas confiance. Réorganiser les modes de faire, les modes de travailler. Sur l'alimentation, qui est 13% des émissions, aujourd'hui, si on prend un cercle de 50 km autour de Lyon, on pourrait produire plus de 90% de l'alimentation des 2 millions d'habitants du périmètre. Au régime actuel, c'est-à-dire avec trop de viande, il faudrait diminuer de 40% la viande pour respecter l'accord de Paris. Donc si on a une alimentation au niveau de l'accord de Paris, je ne parle même pas d'être vegan, je parle juste de diminuer la consommation de viande. On pourrait tout produire dans un cercle de 50 km autour de Lyon. Aujourd'hui, il y a 95% de l'alimentation qui est importée du périmètre et 95% de la production agricole qui s'en va. Ça veut dire que notre résilience alimentaire, elle est de 5%. Et la part de la valeur ajoutée qui va aux paysans, à la production agricole, c'est 4% de la dépense totale. C'est-à-dire en relocalisant la production et la consommation alimentaire, on peut tout à la fois augmenter le revenu des agriculteurs, parce qu'on ne changera pas les techniques agricoles sans sécuriser les revenus des agriculteurs. Donc il faut diminuer les intermédiaires, il faut rebâtir les circuits de distribution. Ce n'est pas que des AMAP et des circuits courts. Et au passage, un circuit court, ça veut dire un intermédiaire. Si vous avez un intermédiaire qui achète en Australie, c'est un circuit court. Je parle de circuit de proximité. D'accord ? Et je ne dis pas 100% local, moi je suis créole. Si vous me privez des produits créoles, je suis malheureux. Mais quand on est à 5% de consommation locale, on a une marge de progression certaine. Donc voilà pour l'organisation de travail, voilà pour l'alimentation. Pour les déplacements, on en a parlé. 60% des déplacements automobiles font moins de 3 km. Est-ce que c'est vivre moins bien que se déplacer autrement qu'en voiture pour faire moins de 3 km. Dans tous les domaines, la vraie question, c'est est-ce qu'il est fatal de vivre moins bien ? Est-ce que la transition écologique va être une perte de qualité de vie pour vous tous, pour nous ? Et je pense l'inverse, je pense qu'il y a tous les moyens pour vivre mieux, mais à condition de changer le modèle qu'on a à la tête, c'est que vivre mieux, c'est vivre avec plus. Une alternative, par exemple. Aujourd'hui, la richesse, et ça c'est un vieux calcul, je l'ai retrouvé dans un texte qui date du 19e. Est-ce qu'on doit calculer la richesse d'un pays par la production matérielle, le PIB, ou par le temps libéré par personne ? C'est-à-dire combien de temps on passe de la journée pour payer ce dont on a besoin pour produire, pour bouffer, pour se vêtir. Marshall Salins, le paléontologue, quand il écrit Âge de pierre, âge d'abondance, il écrit que l'homme du paléolithique mettait 3 heures par jour à produire tout ce dont il avait besoin. Nous, on met 8 heures par jour. Ça s'appelle un progrès de civilisation. Mais c'est ça, c'est quelle vie on a envie de vivre et quelle est la vie dont vous rêvez. Est-ce que la vie dont vous rêvez, c'est travailler plus pour gagner plus, pour avoir 3 téléphones, ou est-ce que c'est réduire le temps dépendant pour payer ses factures et avoir plus de temps pour soi et l'activité libre. Et si on change ce modèle-là, on peut très bien vivre mieux et faire la transition sans que ce soit une perte de qualité de vie, au contraire, et sans que ce soit, effectivement, comme vous le dites, si on va... salut Natacha. Si on va vers si on continue comme ça, il n'y a pas un régime démocratique qui va résister. Juste compléter, parce que beaucoup de choses ont été dites. Si on va aller un peu dire d'autres choses sur ce panneau idéal de la transformation vers la neutralité, plus de justice sociale, recréer plus de solidarité pour faire en sorte que ces changements, parce que ça c'est des changements qui sont très forts dans la société, qui peuvent être brusques, comment on fait en sorte qu'ils soient acceptables ? Personnellement, sur la base de mes recherches, j'ai du mal à imaginer comment dans une société de défiance, d'inégalité, on peut y arriver. Donc ça, c'est pas du tout une politique climatique au strict, au premier sens. Et pourtant, on se rend compte de plus en plus, et je le redis, la Convention citoyenne pour le climat est vraiment dans une logique de réduire les émissions, dans une logique de justice sociale, c'est comme ça que c'est écrit.
Ça, c'est un élément hyper important. Ensuite, par exemple, sur les questions de consommation de biens, on en a parlé précédemment. On sait qu'on a les outils de garantie, de normes pour éviter l'obsolescence. Et il faut, disons, une manifestation citoyenne et politique pour arriver à le mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il faut baisser la TVA sur la réparation. Il y a tout un tas de choses dont on sait qu'elles peuvent avoir des impacts sur notre consommation matérielle. Sur les changements agricoles, déjà pas mal de choses ont été dites, mais sur les régimes alimentaires, je pense qu'il faut sortir d'une logique où nos modes de vie, ils sont ce qu'ils sont, et puis à cause du changement climatique, on va devoir les faire changer. On réfléchit à 2050, les modes de vie, ils vont changer de toute façon. Il y a 20 ans, c'était pas les mêmes, on mangeait pas la même chose, on se déplaçait différemment. Et donc, dans 30 ans, il n'y a aucune raison que ça soit la même chose. Donc, l'enjeu n'est pas de se dire il faut faire changer les modes de vie, mais plutôt de se dire les modes de vie changent. Est-ce qu'on est capable de réinterpréter ce changement pour trouver du bien-être? Et typiquement sur l'alimentation, je suis absolument certain qu'on peut continuer à être un hédoniste, qu'on peut continuer à être, au contraire, il y a des gens qui ne sont pas hédonistes, mais c'est leur en ayant un régime durable, en se réappropriant sa nourriture, en se réappropriant les logiques locales pour trouver son alimentation, etc. Et ça nécessite des actions à plein de niveaux. Ça commence à l'école. Il y a des choses qui se mettent en place en ce moment avec la loi Egalim pour changer les repas en cantine scolaire. Donc là, il y a disons que là-dessus, par exemple, on progresse pour identifier tous les leviers qui permettraient de se dire on réduit la consommation de viande, on réduit la consommation de sucre et de gras, et on a une alimentation variée et potentiellement durable. Juste un petit mot, parce que je vous ai entendu parler d'imposer ou... Enfin, à titre personnel, je pense pas. On a vu avec la taxe carbone, notamment, que le fait que ce soit au niveau de l'État ou autre, imposer quoi que ce soit aux citoyens soit la bonne solution. Même imposer le covoiturage. Je pense que c'est vraiment en tout cas, le rôle pour moi des politiques, c'est d'accompagner le changement, de l'anticiper, de mettre en œuvre, de faciliter des nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, d'essayer peut-être de sensibiliser, mais pas d'imposer. Enfin, moi, j'y crois pas. Moi, je vous recommande, il y a des restaurants qui sont ouverts végétariens, dont un qui est vers l'hôtel de ville. Il est excellent et vous prenez du plaisir gastronomique. Vous apprenez, parce que les viandards disent mais il n'y a pas de plaisir à manger végétarien. Eh bien, allez-y, emmenez-les. Les chefs commencent à s'y mettre. Et avec les vins nature aussi. Oui. Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'on espère finir rapidement. Donc, question rapide. Bonsoir. Ce qui m'a interpellé dans les interventions, c'est qu'on parlait donc de l'action du citoyen. Et j'ai cru entendre parler d'action individuelle. Donc on parlait du covoiturage, on parlait donc de manger moins de viande, etc. Ça, c'est excellent. La question que je me pose, c'est aussi au niveau de l'action collective que l'on doit aussi avoir en tant que citoyen. Je pense notamment donc au milieu associatif, donc les marches pour le climat, le rôle qu'elles peuvent avoir aussi pour interpeller les élus. Et notamment sur une question cruciale qui est celle du financement. Comment est-ce que l'on peut, d'un côté, mettre en place des politiques favorables pour le climat et de l'autre côté, continuer d'avoir des investissements bruns. Donc là, on a vu qu'il y a un travail d'audit qui est fait par la métropole et ça, je ne peux que m'en réjouir. Mais par exemple, le fait que d'un côté, on dit qu'il faut respecter les accords de Paris et de l'autre côté, au niveau national, on a quand même des garanties à l'export pour tout ce qui est exploitation d'hydrocarbures qui sont encore maintenues. Est-ce qu'une des règles d'or que l'on ne devrait pas s'imposer au niveau national, mais à tous les échelons, c'est-à-dire même au niveau local, même au niveau d'une région, c'est pas aussi de s'interdire formellement toute forme d'investissement et toute forme d'incointance avec les énergies fossiles? On n'a pas dit que le citoyen devait faire tous les efforts. Je suis d'accord à 100% avec ce que vous avez dit. J'ai bien dit au début que tous les projets politiques ne sont pas équivalents du point de vue de la crise écologique, climatique ou biodiversité, et qu'il faut bien sûr évaluer les différents projets. Et le débat qu'il y a à Lyon sur le bouclement du périphérique est une des questions, mais pas la seule. Donc, et vous avez complètement raison là-dessus. Donc on n'a jamais dit, et personne n'a dit ici, que seul le citoyen devait agir, mais par contre que les collectivités ou les institutions seules
non plus la solution à elle toute seule. Ce qui est différent. Peut-être juste sur le financement, faut être clair, c'est vrai que sur ce qui est finance verte, etc., on n'a pas été sérieux. Je veux dire, on a labellisé des... je me rappelle, il y a 1 an, discours de Bruno Le Maire, au moment où il y a plein de scandales qui sortent sur BNP, sur la Sogé, etc., au moment du sommet de la finance verte française. Et là, il essaye de passer un peu un savon aux banques en disant « Ah bah mince, il y a 1 an, on s'était dit qu'on allait faire les choses bien, et puis finalement, il paraît que c'est pas très bien ce que vous avez fait. » Je pense que quand même, on n'a pas été très sérieux pour cette exigence de cohérence et de vraiment être certain que l'argent ne va pas dans des financements bruns. Alors on avance là-dessus. L'Union européenne a commencé à se mettre d'accord sur une typologie. C'est quoi une activité durable? C'est quoi une activité neutre? Ce qui a été présenté dans le cadre du Grand Lyon. Donc aujourd'hui, on arrive, disons, à le faire progressivement à différentes échelles. Et là, il y aura un rôle des citoyens et des associations de scruter ça et de vérifier que les promesses sont bien tenues. Pour refaire de la politique, moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'on va soumettre les propositions de la conférence citoyenne à un référendum, je me demande pourquoi il ne met pas sa politique économique ou le débat sur les retraites au référendum. C'est bien qu'il ne veut pas mettre en œuvre les uns et qu'il veut mettre en œuvre les autres. Donc tous les projets politiques ne sont pas équivalents, on ne fait pas de dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, le mot de la fin. Une dernière, on a le temps. Bonsoir. C'était plus une réflexion qu'une question, mais c'est pour rebondir un peu sur ce que ce monsieur a dit. On a effectivement beaucoup parlé de tous les comportements à adopter pour vraiment que notre impact carbone se réduise. J'ai regardé votre schéma dans la métropole de Lyon et j'ai vu que les 2 grosses émissions sont le transport et l'industrie. Sur le transport, moi, la question que je me pose, c'est que le citoyen, je veux bien, mais la seule grosse initiative de covoiturage que je ne nommerai pas, elle est privée. Bon, la SNCF y participe. Il n'y a aucune... Vraiment, il y a eu vraiment... Enfin, à part les parcs relais, on n'a aujourd'hui pas beaucoup de politique incitative pour vraiment en pousser les citoyens à effectivement ne plus prendre sa voiture seule. Et au-delà même de cette question du covoiturage, on a le train. Le train, c'est effectivement beaucoup moins polluant que la voiture. Aujourd'hui, encore en Rhône-Alpes, enfin, à Auvergne-Rhône-Alpes, on en a, mais ça coûte quand même un certain prix. On a des régions où on ne peut pas ne pas avoir de voiture parce qu'on ne peut pas faire 10, 20, 30, 40 km parce qu'il n'y a plus de train. Donc je veux bien le citoyen, mais l'acteur public, et je parle au niveau local mais aussi national, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même des antagonismes, des intérêts antagonistes. Mais vraiment, la politique sur les mobilités, c'est aberrant. Le citoyen doit être responsabilisé, mais est-ce qu'on doit déresponsabiliser le politique? Je ne pense pas. On est d'accord. D'abord, 3 tiers. 1 tiers industrie, 1 tiers déplacement et 1 tiers le bâtiment sur chauffage. Le plus gros besoin d'énergie dans la métropole, c'est le chauffage. Donc c'est 3 tiers. Ensuite, sur les déplacements, 60% des émissions, c'est le transport individuel. D'accord, 2 tiers, c'est la voiture individuelle. Donc, on est bien sur les alternatives. Et en plus, il y a covoituragegrandlyon.com, mais le covoiturage, ça marche pas. Mais il y a aussi le fait, par exemple, je me suis battu pour, mais j'ai pas réussi à convaincre, mais c'est en train de venir, sur la future autoroute déclassée, donc la 6 à 7, d'avoir aux heures de pointe une voie qui est réservée au covoiturage. C'est une manière d'inciter à dire que ceux qui sont 2 ou 3 par voiture, ben, tu les vois passer, est-ce que ceux qui sont tout seuls, ben, ils sont dans les bouchons. Donc normalement, ça s'est acté sur la future A6 A7, sur la M6 M7. Donc, mais bien évidemment, et encore une fois, là, je vais dédouaner Karine parce que je veux pas, on bosse ensemble depuis assez longtemps, mais quand Laurent Wauquiez supprime 30% des trains entre Lyon et Saint-Étienne, ben, c'est une catastrophe. Quand et Karine va me dire qu'il n'a pas mis en œuvre, mais quand Wauquiez propose aux communes de subventionner leurs projets quand elles refusent les éoliennes, c'est pas un bon signe pour la transition écologique. Mais bon, je sais que Karine n'y est pour rien, donc je vais la dédouaner là-dessus. Mais bien évidemment, il faut faire de la politique. On n'a jamais dit l'inverse. Et encore une fois, tous les projets ne sont pas équivalents. On a encore à gauche et à droite des productivistes. Hein, simplement, n'attendez pas tout des collectivités.
Elles ne peuvent plus tout faire. Si les citoyens ne font pas, ils ne sont plus légitimes à demander des comptes à leurs élus. Juste pour compléter, pour le covoiturage, la région a mis en place, je vous invite aussi à regarder, une plateforme qui s'appelle Move Ici, donc qui est une plateforme à l'échelle régionale qui cible plutôt d'ailleurs le covoiturage domicile-travail, hein, voilà, qui marche plutôt pas mal d'ailleurs, et qui est entièrement gratuite. Donc la région ne se fait pas d'argent sur cette plateforme. Voilà, c'est uniquement une relation entre les conducteurs. Donc oui, on a œuvré quand même pour le covoiturage. Et évidemment, le politique, je le disais précédemment, est nécessaire pour accompagner vraiment dans tous les sens, que ce soit en termes d'ingénierie, de sensibilisation, même financièrement, évidemment. Enfin, on le sait. Juste 2 mots sur le covoiturage et sur la dimension individuelle. Sur le covoiturage, donc, il y a la loi d'orientation à la mobilité qui, quand même, apporte de nouvelles choses, donc capacité à financer le covoiturage, les voies réservées qui est absolument fondamentale. Les collectivités, ça fait 4-5 ans qu'elles font beaucoup d'expérimentations avec des startups, etc. Donc il se passe quand même beaucoup de choses, mais le défi est vraiment très très difficile. Et on est typiquement, et c'est pour ça que quelque chose que je veux dire, c'est qu'il faut surmonter cette opposition individuelle-collective, parce qu'on voit bien que pour que le covoiturage fonctionne, il faut que des individus changent une façon de se déplacer au quotidien, dans le cadre d'une action collective qui leur rend facile et qui permettra de convaincre d'autres individus de le faire et qui le rendra encore collectivement plus acceptable. Donc on est dans cette logique de passage de relais, c'est la même chose pour le vélo, et donc il faut arriver à être dans cette logique-là. Et juste pour un point sur cet aspect de surresponsabilisation individuelle, moi c'est quelque chose qui m'énerve énormément, c'est-à-dire qu'on arrive dans un excès de dire c'est aux gens de se débrouiller, c'est grâce à eux que l'agriculture va devenir durable, que la mobilité sera durable. Bien sûr que c'est faux. Et moi j'avoue que j'ai des débats, y compris avec des amis qui me disent mais comment je fais moi pour être neutre en carbone avec mon empreinte carbone? Je dis, mais vous pouvez pas tout seul. Genre, mais simplement on est dans une idéologie individualiste qui nous fait croire que tout repose sur nous. Et donc il faut être capable de réexpliquer en disant bah oui, tu peux faire une partie du chemin et puis surtout tu peux aider ta ville et ton pays parce qu'ils essayent de faire des trucs aussi à ce que ça marche, mais toi dans ton coin tu ne pourras pas vivre un an sans produit en Chine, c'est pas possible par exemple, et donc il faut que tout le monde change à différentes échelles. Oui, mais moi, je prends le parti inverse. Il a raison, mais il n'empêche que si vous ne faites pas les efforts, on n'y arrivera pas. Combien d'entre vous, je ne sais pas si vous avez le nom, ont choisi un producteur d'énergie renouvelable? Non, bah non, EDF, c'est pas renouvelable, c'est nucléaire. C'est déjà beaucoup, mais ça fait 20% de la salle. C'est un peu plus cher, mais on arrive à faire des économies. Combien d'entre vous sont passés au logiciel libre, Linux, qui évite l'obsolescence programmée? Ça, c'est dur, ça. Hein, sachant que, par exemple, moi, je suis sous Linux aussi, d'ailleurs, et c'est un bon outil contre l'obsolescence programmée. Donc, oui, vous n'y arriverez pas si on ne change pas les politiques publiques, mais changer les politiques publiques ne suffira pas si nous-mêmes, on ne fait pas les efforts dans les changements de mode de vie. Du coup, quelques mots pour conclure cette conférence débat sur la neutralité carbone. Donc, on l'a vu, c'est pas seulement un objectif national, la neutralité carbone en 2050. C'est un point de passage par lequel il nous faut passer, voire qu'il faudra dépasser pour garder un climat stable et vivable. Miser uniquement sur les solutions techniques, comme on l'a vu les BECS, qui ne sont pas encore mûres, est un pari quand même très risqué, sans compter la réalité de l'équation globale si on prend en compte les transferts d'impact. On n'est pas seulement sur une question énergétique. Pour cette conférence, nous souhaitons remercier déjà très chaleureusement nos 4 intervenants. Donc, Madame Natacha Gondran, qui a dû partir un petit peu en avance pour des raisons logistiques, Madame Karine Forest, Monsieur Bruno Charles et Monsieur Mathieu Sojo, qui ont pris de leur temps pour venir nous éclairer sur ce sujet, qui nous demande de penser, repenser finalement l'ensemble de notre société. Nous remercions également toute l'équipe pédagogique du Master Risque et Environnement, donc, qui nous a permis d'organiser ce débat, et particulièrement les professeurs Isabelle Michalet et William Duefter, qui nous ont soutenus beaucoup de manière logistique. Merci également aux graphistes.
on a eu 2 graphistes qui ont travaillé sur notre affiche, donc Thomas Vandenberg et Olivia Jeanne. Merci à eux. Et enfin, merci à vous d'être venus aussi nombreux. On ne pensait pas qu'on allait faire salle comble. Donc là, il y a même des gens qui sont sur les escaliers, c'est super. Comme Emma vous l'a expliqué en début de conférence, cette conférence, ce débat prend part à un cycle plus grand qui est organisé par le Master Risque et Environnement. Et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir de nouveaux intervenants qui vont venir vous parler, vous présenter et débattre autour du thème de l'imperméabilisation des sols, qui a été un petit peu évoqué, mais forcément, dans le cadre environnemental, tous les sujets sont liés. Merci à vous.